Est-ce que les Arabes ont le droit à la fierté? Est-ce que les antiracistes sont homophobes? Est-ce que les LGBT sont racistes? Est-ce que les LGBT sont racistes? C'est le truc que j'oublie souvent. Est-ce qu'il faut éduquer nos Est-ce parents? qu'il faut éduquer nos parents homophobes? Est-ce qu'il faut faire une pride dans les banlieues? Non, on va parler de tout ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a un débat. Donc, il y a un événement qui existe depuis 2018 qui s'appelle la Pride des banlieues, qui est donc une Pride en banlieue et qui a commencé à Saint-Denis. Je crois que cette année, c'était entre la Courneuve et ça finissait à Pantin. Et donc, cette Pride a fait pas mal couler d'encre, en fait, parce que déjà, la question de est-ce qu'il faut une Pride, déjà, la question de la délocalisation, est-ce qu'il faut délocaliser les Prides? Quelle est la légitimité de le faire ça en banlieue? Quelle est l'utilité aussi en termes de lutte, etc. Donc, il y a eu pas mal de débats. Et notamment, les camarades ont pris part à ce débat, Wissam. Ouais, beaucoup de gens. Hein. Beaucoup de gens ont pris part à ce débat, globalement. En fait, c'est surtout ce Twitter, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être vont pas avoir les refs, parce que je vois qu'il y a des gens, ils ont pas la ref même pour Hors de nos luttes. Ah ouais? Ouais, ils ont dit, j'ai pas la ref de Hors de nos luttes. Bah, c'est devenu le nouveau truc PDH ou Hors de nos luttes, en fait. Faut les choquer, en fait. Parce que c'est ça. Petite parenthèse, vous avez vu qu'ils ont essayé de faire Nicky Doll? Oui. J'ai défendu Nicky Doll. Parce que je suis vraiment pas... Ah voilà. C'est une parce folie. qu'elle fait une blague peut-il sur être le fait... homophobe vu qu'il défend une drag queen? Parce que c'est la blague, c'est avec qui tu fais du hate sex, c'est ça? À la base, tout ça, ça part de quoi? Ça part du fait que en fait, tout le cast de la nouvelle saison de Drag Race est allé sur Quotidien pour faire la promo, etc. Et à un moment, elle fait un message en mode oui, il y a des gens à l'extrême droite, en gros, qui veulent faire genre c'est nos défenseurs, on n'a pas besoin de vous, cassez-vous, etc. Faites pas genre, etc. Et du coup, il y a des gens de gauche, antifascistes, selon eux, j'imagine, qui ont dit mais rappelle quand dans le podcast avec This Is You dans ton podcast avec David Castello-Lopez quand tu as parlé de faire de hate sex avec des gens d'extrême droite en fait. Bardella. Mais c'est une blague. Genre que t'as fait une blague sur le fait que tu baiserais bien Bardella et maintenant tu dis ça en fait Is You et des gens de gauche hein. En fait déjà dans la vidéo tu vois le hate sex. Oui. Il y a de la hate en fait dedans. Il le dit clairement, je sais plus il ou elle, c'est quand il est en drague, il veut dire elle. Voilà, c'était il. Ouais, là c'était pendant l'interview, sauf qu'il était pas, il était pas en drague. Donc en plus tu comprends la vanne. En fait, mais en fait, même au-delà de la vanne, je suis un peu en mode, tu sais, le truc sur les désirs et tout. Parfois, je sais pas, tu peux te dire, putain, ce connard, il est sexy, tu vois. Il y a un truc, je suis en mode, oui, bon, ça veut pas dire que tu vas voter pour lui. Tu vois, il y a des trucs un peu obscurs avec nos désirs, des trucs un peu sombres que tu comprends pas vraiment et que en même temps, t'es en mode, je suis bizarre quand même de kiffer lui ou elle. Non, mais et ils vont découvrir le morceau Marion Maréchal de Fianso. Oui, c'est ce que je dis. Ça, c'est vraiment le discours. En vrai, Marion Maréchal. Débat parallèle. Voilà. Surtout, c'est la blague de base. Tu sais, c'est la vanne de quel droitard est assez beau pour que j'accepte de coucher avec lui. C'est la vanne, c'est une vanne. T'es king honteux, quoi. Genre, oui, genre, tu sais, genre, à un moment donné, les gens peuvent rire, mais parce qu'on est dans une méta outwalk dégénérée où tout est une raison de casser les couilles. Et surtout, quand une drag queen qui est à longueur de temps et souvent à raison accusée de libéralisme, de machin truc, tu fais de la thune et du divertissement sur les luttes, etc. Voilà, qui est accusée de faire des trucs trop mainstream. Donc quand c'est une drag queen qui dit un truc contre l'extrême droite, que des gens de gauche aillent chercher un truc pour prouver qu'en fait, secrètement, elle aime bien... Prenez take the win en fait, prenez la win elle a dit un truc contre l'extrême droite en fait, genre c'est cool. C'est déjà pas mal vu la situation actuelle. Oui, vu l'homonationalisme, genre ça va quoi. Non mais c'est grave, moi je suis traumatisé. Mais en fait, en plus il y a un côté, mais ça serait peut-être un autre débat, mais je trouve qu'il y a un côté de plus en plus puritain chez les jeunes. Je suis halluciné, je suis. Oui, de fou. Et c'est un musulman qui vous dit ça. Ah non mais. C'est dire. Mais moi, je pense que là, il y a... Mais c'est ce que je disais, moi, je pense que le fascisme touche toute la société, et y compris les gens de gauche pas trop formés politiquement, qui se mettent à agir de manière autoritaire et fasciste sur les réseaux, dans les injonctions et dans la manière de parler. Tu sais, on est revenu dans cette méta. Mais ça, c'est la pipeline people into... Je suis vénère et je parle mal quoi. Mais bref. Le mec qui a dit This Is You en remontant le truc de Nicky Doll s'est fait lui-même outwalker. Ah ouais. Parce que en MP,
C'est incroyable. J'ai moi-même Mais voté ouais, en je- 2022, on fait tous des Mais- erreurs et l'important Son c'est pseudo, le d'évoluer. C'est pas du ring gay. C'est pas du ring. C'est pas du gay. Ça a voté Marine Le Pen. Les gens Je suis qui fatigué. votent Marine Le Pen, faut les choquer en fait. Hors de Hors nos de luttes. nos luttes. Hors de nos Vous êtes luttes trop à en l'aise, fait. en fait. Trop à Non, l'aise. mais Mais- je suis fatigué. Encore des gens qui ont des trucs à se faire. Je suis fasciné. Le nombre des gens qui ont des trucs à se faire pardonner qui la ramènent. Hein. Mais c'est le zèle des nouveaux convertis. Hein. Ah ouais, On y hein. revient. Vraiment, hein. C'est vraiment un problème. Hein. Ouais, Ça me terrifie. de faire la police. Mais je veux dire, quoi, a raison, on est devenu des flics. Hein. C'est vraiment, on est devenu Ah ouais. des flics, Ah quoi. ouais. Ah Ça a ouais. ressorti son truc, son casier judiciaire. Ah Alors, ouais. tu condamnes l'extrême droite, mais t'es oublié. J'ai ressorti. Ah, c'est bon. C'est bon. Moi, mais Fatigué. surtout que moi, en plus, j'ai un avis stratégique, c'est que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça nous isole. Ah oui. Je veux dire, tu n'es pas politisé, tu commences un peu à regarder le lore et tu vois que c'est ce mood, mais je pense que tu t'enfuis instantanément. T'es Bah en oui. mode, mais qu'est-ce que c'est que ce milieu de matrixé du Oui. cerveau? Et aussi, je pense que ça crée des gens politisés qui s'intéressent à la politique et que ça aussi bride la possibilité d'avis divers et de gens qui disent, mais attends, moi jamais je ne vais parler de ma vie en fait. Ouais. Ça veut dire que moi, j'ai des trucs où j'ai envie de pouvoir donner mon avis, même poser des questions. Genre, je suis en train de me politiser, je suis pas encore sûr de tout ce que je pense, j'ai peur. Mais les gens vont juste se taire et que tu vas avoir plus que de la radicalité de gens tellement sûrs d'eux que jamais ils changeront d'avis, que jamais ils envisageront de pouvoir avoir une discussion qui va les faire évoluer. Et tu vas avoir que les plus matrixés, mais en plus pas que des gens pas d'accord avec nous. Genre des gens d'accord avec nous comme des gens pas... Enfin, tu vois, des gens qui sont beaucoup trop sûrs d'eux et qui disent tout de manière un peu, tu vois, à l'emporte-pièce et que ça devient malaise et que tout le monde est malaise, quoi. Moi, je me rappelle des gens à l'ancienne dans des groupes Facebook trans qui étaient genre en train de se découvrir, qui posaient des questions maladroites en disant soit le mot transsexuel, soit en disant né femme, etc. et qui se faisaient reprendre en mode en fait, non, il faut pas dire ce mot en fait. Tu n'es pas né femme en fait, tu as toujours été un homme au fond de toi, tu vois. Genre, c'était un homme Non, les gens, le tweet avant qu'il supprime, il a quand même eu pas mal de succès. Mais c'est tout le truc aussi de nier aussi la part sombre qu'on peut avoir en soi, même actuellement, tu vois, des trucs où tu peux être séduit par certains discours, certains trucs comme ça. Et je trouve qu'on a un peu du mal à faire ça à gauche. Et c'est la polémique, je me rappelle, c'est la polémique, tu sais, avec Ouria, avec l'enfant juif qui revient quotidiennement, où elle questionne, tu sais, sur le blanc, les juifs et nous. Et elle parle le moment où elle a eu un enfant juif. Elle a remarqué qu'il y avait un enfant juif. Elle s'est dit, putain, comment ça se fait que là, je remarque qu'il y a un enfant juif? Et elle se dit, putain, mais est-ce que le discours antisémite n'est pas en train aussi de moi m'atteindre? Ouais. Et en fait, tu te dis, bah, c'est ça un peu comme rapport qu'elle a avec elle-même, de se questionner toujours, de se dire, attention, je suis pas, est-ce que moi non plus, je peux pas être J'ai perméable? beau travailler sur l'antiracisme, j'ai encore des réflexes racistes et antisémites. Et t'as des parfois. gens qui sont en mode, ah, là, voilà, le prélude de ma ruine intérieure. En plus, c'est tellement clair, tellement Oui, c'est le clair. truc de Et dire- t'as de tous les ruine gens intérieure, choqués. quoi. Et moi, je suis en mode, c'est vous qui êtes suspect à faire croire que vous avez jamais eu l'antisémitisme, si vous voulez, mais tous les autres sujets, vous avez jamais eu de pensée un peu oppressive, mauvaise et tout. Et vous faites croire que, oui, elle fait son autocritique. Oui, c'est comme Bégodeau qui compte les Arabes. Oui, mais c'est ça. Dans son dernier livre, alors je fais pas la promo de Bégodeau, mais il est quand même. Il y a des trucs marrants dans son dernier livre. Il explique le moment où il regardait le match de l'équipe de France. Il se dit pendant 2 secondes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noirs. Et je trouve intéressant parce qu'il y a plein de gens qui ont pu penser ça, tu vois. Et après, ils disent, Oui. non, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je suis en train de penser, je m'en fous. Ils jouent pour l'équipe de France, tu vois. C'est intéressant de se dire, mais comment aussi le discours raciste peut te rentrer en Mais tête. sauf que moi je pense que tu vois le truc que tu dis sur Ouria, mais plein de gens, le fait de se montrer pas sûr de soi imparfait, le problème c'est que là, quand tu vois les gens qui discutent sur Twitter, notamment là on va parler Ouais. du débat, les gens sur la Bonne Pride des transition. banlieues et le débat il y a eu la Pride des banlieues où il y a des sujets sur ça et il y a des conférences de PDH avec des titres sur la Pride des banlieues, l'homonationalisme, l'impérialisme gay, bon bref ce truc là, ça débat de ça. Et tu vois les gens, la manière d'en parler qui arrive, mais il y a des tweets, le niveau d'insultes et vindicatif, c'est que pour moi, quand tu te construis dans un rapport à ton discours aussi insultant, aussi vénère, et où t'es vraiment dans un truc de bande de sales merdes, faut vous défoncer, vous êtes des putains de racistes, allez vous faire enculer, bande... Genre, en fait, quand t'es dans une rhétorique et que tout ton discours politique, c'est de faire des tweets et d'insulter les gens, et même souvent d'utiliser ton identité pour te placer comme forcément sachant politiquement parce que concerné par ceci, et que du coup tu deviens hyper violent de dire moi je suis concerné donc je peux te parler comme je veux. Quand tu crées cette persona-là, Ouais. le fait d'en sortir et d'envisager de dire un truc comme Ouria de mais un jour j'ai une pensée de merde devient impossible parce que toute la légitimité que tu t'es créée
dans le cercle social Twitter du militant vénère qui parle mal aux gens s'écroulerait parce que c'est pour te permettre de parler comme ça, c'est que jamais, au grand jamais, tu as pu penser une seule seconde quelque chose de faux, quelque chose de mauvais ou dit de la merde. Parce que si tu t'exprimes de manière nuancée, que tu es en mode « Ah, moi, je crois ça. Après, sur ça, je suis prêt à changer d'avis. Sur ça, j'en suis sûr. » Quand t'as fait le mec vraiment ultra... Genre, c'est trop difficile d'en revenir parce que tu perds tout ce que t'as construit disparaît de fou. Quoi. Oui. Moufette avait fait une très bonne BD là-dessus. Parmi ses bonnes BD, celle sur les pipous, etc. Ouais, de fou. Mais oui, parce qu'il faut rappeler que tout ça donc part d'un titre de conférence. Là, à partir de demain ou après-demain, je sais plus. Donc il y a Historical Materialism qui est un cycle de conférences marxistes. Et, dans lequel on est invité. Dans lequel, oui. On est invité. On en parlera. On en reparle. Et donc notamment, il y a des gens qui sont très vite allés trouver les titres des conférences des grands méchants de PDH. Et du coup, notamment, un titre de conférence du coup de Yanis. C'est PDH qui a publié le titre. Ah, c'est PDH qui a, ouais. d'accord. Qui reprenait du coup en fait le texte en fait qui avait déjà été écrit dans Nous. Oui. Et le titre de la conférence, c'était La Pride des banlieues ou la domestication des sexualités barbares. Ouais, c'est ça. Et beaucoup de gens se sont questionnés sur le titre. Déjà, les gens sont choqués d'un titre clic. Tu sais, d'un titre à buzz, un clip, Moi, de tous les titres putaclic qui ont émané de PDH, c'est pas le pire. Hein. En fait, franchement, je pense que... Auria, elle a fait pire. Hein. Oui, elle a fait pire. plus radical. Hein. En fait, moi, ce qui m'hallucine, en fait, quand je vois les gens lire le titre, c'est qu'ils nous donnent vraiment les pires, les mauvaises intentions. Tu sais, ils ont vraiment la pire lecture possible du titre. Et à croire que c'est nous qui disons qu'il y a des sexualités barbares. Alors qu'en fait, il suffit de voir toute la production autour des sexualités, même autour du porno et tout, pour voir que la sexualité barbare, c'est celle qui est attribuée au quartier. Oui, mais surtout qui est construite par le regard blanc aussi. Oui, genre sur même les quartiers. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu jeunes, mais dans les années 2000, les gens, c'était la polémique des tournantes. Et même, on le voit maintenant avec, tu sais, t'as plein de trucs sur le porno et la différence selon le public, selon t'as des Noirs et des Arabes, la manière de tourner et tout. Voilà, les caves, tout ça, et toute cette idée que, en fait, les Noirs et les Arabes, même dans leur sexualité, sont barbares. Donc c'était ça, en fait, le truc. Mais voilà, les gens qui nous donnent les pires mauvaises intentions à partir d'un article et surtout qui stipulent à partir d'un titre, quoi. Mais c'est parce que je pense que aussi, c'est des gens qui, par exemple, tout ce que tu as rappelé aussi sur les tournantes, mais même, en fait, il y a toute une histoire, en fait, de créer une image autour de la sexualité fantasmée des étrangers, des barbares, etc. En fait, je pense que c'est aussi des gens qui ont peut-être pas forcément ça en tête, qui ont dans leur tête, quand ils pensent sexualité des Noirs et des Arabes, ils se retrouvent dans le cul entre deux chaises de les clips de rap un peu sexualisants, et en même temps, il faut pas dire ça parce que du coup, c'est un peu stigmatisant, et du coup, ils ont eux-mêmes un saisissement d'angoisse à l'idée en fait de parler de ça, mais parce qu'ils ont aussi pas cette historique-là, ils ont pas conscience d'à quel point c'est encore prégnant. Ouais. Alors que les trucs sexuels autour des Noirs et des Arabes, et surtout des Noirs, je pense que c'est beaucoup le fantasme de la grosse bite, les trucs comme ça, même et qui atteint même les porno, revenus. Donc c'est parti de ça le truc, et c'est revenu sur la Pride des banlieues, c'est ça. C'est ça, et en fait du coup le débat a essaimé comme ça SM sur Twitter autour de la Pride des banlieues, avec en fait une espèce de narratif que PDH est homophobe car PDH veut interdire la Pride des banlieues. Basé sur le fait que PDH critique des gens de plus ou moins soit la pertinence stratégique de le faire, soit des fois aussi, il y en a que j'ai vu sur Twitter, la légitimité de faire ça, d'aller faire une Pride en banlieue, tu vois. Donc pour moi, il y a un spectre de gens de dire, moi j'ai vu des gens, on va dire un peu pro-PDH, qui sont pas des gens de PDH, dire en vrai que la Pride se passe, moi je vois pas de problème, je me demande juste si c'est si efficace que ça, qu'est la ville plus nuancée, et des gens beaucoup plus forceurs qui étaient en mode la Pride, c'est que civilisateur, c'est horrible, faut jamais aller dans un quartier faire une Pride parce que ça c'est pas pour les genre des trucs, tu vois, qui sont un peu plus caricaturaux et tout. Moi je trouve que il y a des gens qui n'ont pas dosé et désolé. Des deux côtés, et je trouve que tu vois ce truc de militants vénères hors de nos luttes dont on se moque chez les anti-PDH, il y a des gens de PDH qui sont un peu dans des tweets comme ça. Mais c'est pas des gens de PDH, c'est pas vrai. C'est des gens sympathisants de PDH qui eux aussi utilisent le ton militant vénère hors de nos luttes, faut vous choquer avec les gens et qui après s'en plaignent. Donc du coup, le débat est parti en couille avec des instrumentalisations du discours qui sont mais vraiment des catastrophes. Et moi, je trouve que ça, plutôt que de passer des heures à débunk les tweets de est-ce que Morgane Merteuil, elle a dit un truc
truc, ils ont déformé ce qu'elle a dit, etc. Que plutôt on serve de ce moment-là pour parler du sujet de la Pride des banlieues. À quoi ça sert? Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, c'est notre avis à nous qui vaut que ce qu'il vaut parce que c'est notre avis à nous, on s'en branle. Avant d'aller dans ce débat, moi je voulais revenir aussi sur les tensions qu'il y a sur Twitter. Déjà pour moi, c'est le pire endroit pour discuter de ça, c'est Twitter. Quoi. C'est impossible, tu ne peux pas. Ou alors il faut que tu sois un Twitter blue à faire un long message, tu vois, mais que personne va lire parce que les gens sur Twitter ne lisent pas les longs messages. Mais en fait, c'est comme a fait Morgane, quoi. Si tu réponds en plusieurs threads, en plusieurs tweets et tout, les gens vont isoler un tweet de tout le reste de la conversation et faire des polémiques de ouf, tu vois. Et vraiment, en plus, sur Twitter, c'est même pas le but, c'est même pas d'avoir. Et moi, le premier, je suis pas en train de dire que je suis extérieur à ça, j'ai participé à ça de très nombreuses fois, mais le truc, c'est pas du tout de participer au débat, c'est de niquer l'autre, quoi. C'est vraiment de se foutre de la gueule de l'autre. Donc, c'est le pire endroit pour débattre et il manque d'empathie, les gens. Et en fait, moi, ce qui m'hallucine, c'est que je vois des gens débattre sur Twitter et se foutre sur la gueule, et je sais que si c'était un débat en vrai, ça se passerait mieux. Ça dépend lesquels, parce qu'il y en a. Oui, t'en as d'autres, mais t'en as certains, mais je pense dans 70% des cas. Leur seule méthode politique, c'est d'être turbo-insultant. Et de dire des dingueries. Attends, il faudrait que je retrouve Mais je pense qu'on manque d'empathie. Et en fait, je pense il faut aussi qu'on admette que sur cette question, sur ce sujet, personne n'a de réponse parfaite. En fait, on est en train de tâtonner. Chacun a sa subjectivité, chacun a ses intérêts, chacun a ses priorités. Et ça fait que ça peut vite s'énerver alors que personne a la réponse parfaite. Et aussi, alors ça, moi, c'est le truc sur PDH. C'est ma take à moi, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai quand même l'impression que pas seulement sur la Pride des banlieues, mais sur l'homophobie dans les quartiers. Alors déjà, pour moi, et en fait, l'homophobie dans les quartiers, en fait, l'homophobie des Noirs et des Arabes. Déjà, il y a le problème que certains, vu qu'il y a une exagération de la part des racistes sur l'homophobie de la part des Noirs et des Arabes, il y a... Oui, ils essentialisent les Noirs et les Arabes à l'homophobie et ils sont tous homophobes. Il y a une idéalisation en mode il n'y a pas du tout d'homophobie, alors que moi je pense qu'il faut être clair sur le truc, mais on va y venir pendant la discussion. Mais aussi j'ai aussi l'impression que PDH est un peu utile pour eux parce qu'ils voient qu'il y a de l'homophobie de la part des Noirs et des Arabes. Ils ne savent pas comment faire parce que ça demande de soulever des questions qui sont un peu tabous. Faire une pride. Non, mais que les gens, ça c'est un vrai sujet, mais qui sont un peu tabous. Tu sais, la question de l'islam aussi. Et je pense que les gauchistes ont un peu du mal à aborder ce sujet parce que de toute façon ils vont très mal l'aborder, et que le bon moyen de prétendre agir contre l'homophobie des Noirs et des Arabes, ou alors donner l'impression de le faire, c'est de s'en prendre à PDH, tu vois. Mais là, j'ai un bon exemple de ça, vite fait. Parce que pour illustrer, je vais pas montrer les tweets parce que je veux pas afficher les comptes, mais par exemple, Morgane, elle fait une réponse, t'en penses que tu veux, qu'elle soit bonne ou pas. Non, mais c'était pour répondre à quelqu'un qui dit on fait quoi Est-ce qu'il faut interdire la Pride des banlieues? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous en pensez? Et elle dit un truc en mode comment faire pour que les darons et daronnes du quartier qui peuvent pas emmener leurs gosses au parc le jour de la manif le prennent pas comme un truc qu'on veut leur imposer à leurs gosses. Avis de merde, pas avis de merde, ça, moi, on va en parler. Ça, je vais donner mon avis parce que moi, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'a dit Morgane. Mais la réponse, par exemple, pour vous donner l'illustration de pourquoi c'est pas possible de parler sur Twitter, la réponse, t'es blanche, sale merde, on va pas succomber à tous les affects réactionnaires que vous pensez que les non-blancs ont. La majorité des gens s'en foutent, faut absolument vous conceptualiser une pensée qui réduit éternellement les non-blancs à des nazis. Y a pas de problème. Oui. Et après, il y a Figue de Barbarie, toi je t'affiche parce que je trouve que t'as été un gros forceur. Sac à foutre. Imposer une Pride dans un quartier, c'est contre-productif. Bon, après, lui, il fait que sac à foutre. Le reste, c'est moins pire. Colonial, et même le pire tweet désastreux de Figue de Barbarie, je l'affiche parce que c'est rigolo. Les Pride des banlieues, c'est touche pas à mon pote en rainbow. Ni pute ni soumise, sans foulard, femme, vie, liberté, sans les Kurdes. Un safe place pour blancs civilisateurs. Frère, tu forces. Oui, stop, non, mais... tu vois, Figue de Barbarie, t'as fait le hors de nos luttes, Imo. Je vois ce que t'essayes de dire, mais tu n'as... Et en fait, Twitter, tu n'as pas dosé. Après, pour revenir, moi... il a fallu que j'aille au fond du compte Twitter de Figue de Barbarie pour trouver des pro-PDH un peu forceurs. Et je sais qu'il va pas mal le prendre, c'est dommage, il est pas là ce soir, je sais qu'il va pas mal le prendre que je l'affiche, mais c'est pour essayer d'être un peu équilibré, tu vois. Et moi, je trouve que ça montre, vous pouvez, genre quand vous parlez comme ça, personne va avancer dans le débat. J'ai juré. Voilà, c'est juste tout ce que je voulais dire. Mais moi aussi, je voulais juste revenir sur PDH et sur le truc. C'est un peu pour eux le moyen de faire croire qu'ils luttent contre l'homophobie sur les Noirs et les Blancs, tu vois. Mais moi, il y a une contradiction chez eux que je ne comprends pas. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec leur critique de dire PDH. Vous parlez en majorité aux classes moyennes blanches, peut-être pas sûrement classe moyenne, mais tu vois, en majorité aux blancs.
aux blancs éduqués qui ont fait à l'université et tout. Je suis en mode, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est plutôt vrai. On a du mal à parler aux classes populaires noires et arabes. Mais donc, l'homophobie des noirs des arabes, c'est pas de notre faute. C'est pas en réglant la question. Imaginons même que PDH soit homophobe et diffuse un discours homophobe. En réglant le problème de PDH, ça va pas régler le problème de l'homophobie dans les quartiers. Parce que, selon vous, et je suis d'accord avec vous, PDH ne parle pas au quartier. Donc pour moi, c'est un peu une feinte pour ne pas affronter cette question. Et moi, je pense, mais dites-nous, développez les stratégies, dites-nous les stratégies qu'il faudra avoir pour lutter contre cette homophobie. Ça peut être notamment la Pride, et on va en discuter. Mais je trouve que voilà, c'est trop un truc facile pour essayer de croire que tu agis contre l'homophobie des Noirs et des Arabes, alors que non. Ce qu'on vous répondrait, ça fait que les Blancs c'est deviennent des alliés objectifs. Non, en fait, vous n'avez aucun effet, personne vous écoute, etc. Mais que vous matrixez les Blancs fans de Zawa et de PDH à dire que, tous les Noirs et les Arabes sont homophobes et qu'il n'y a que les Blancs qui doivent se montrer homosexuels et que vous rendez pas les Noirs et les Arabes homophobes, mais vous dites aux Blancs de gauche que les Noirs et les Arabes ne doivent pas s'outer et que vous, en fait, ce que vous faites, c'est une injonction aux Noirs et aux Arabes à rester au placard parce que si ils sortent du placard et qu'ils rentrent dans le milieu militantisme, ils deviendraient blancs d'un coup. C'est ça la critique en fait, qui vous est faite. Nous, on forcerait les Noirs et les Arabes à ne pas s'outer, c'est ça. En fait, ils vont dire non parce que les Noirs et les Arabes vous écoutent pas. Attends, écoute ce que je t'ai dit. Vous essayez de leur faire une injonction mais c'est sur les Blancs que ça. Voilà, et qu'en fait, vous dites aux Blancs qui vous écoutent, qui sont complètement cons, qui n'ont aucun esprit critique, que il y a aucun Noir que les Noirs et les Arabes doivent pas s'outer. Et du coup, les Blancs rentrent dans un truc de vous croyez que tous les Noirs et les Arabes sont réactionnaires et les queers racisés existent et vous dites aux Blancs qu'il ne faut pas qu'ils existent. Quoi. C'est ça le reproche que vous avez fait, que vous mettez dans la tête de votre public qu'il ne faut pas qu'il y ait de queers racisés et que c'est pas bien. Déjà, je veux dire, si c'était ça vraiment la critique, genre on empêcherait, j'ai l'impression que ça marche pas trop parce qu'il me semble que l'immense majorité des Blancs de gauche sont plutôt à soutenir par exemple des actions comme la Pride des banlieues, tu vois. Donc même si c'était vrai, il faudrait jauger l'efficacité de notre discours et surtout, jamais on a dit à quelqu'un qu'il ne faut pas qu'il s'oute ou qui s'oute. Nous, ce qu'on questionne, c'est l'injonction à s'outer. Discours qui est tenu par les gens qui organisent la Pride des banlieues, qui disent que il y a l'injonction au coming out est déjà problématique dans le milieu LGBT, mais l'est d'autant plus dans les milieux racisés parce qu'il pose des questions. Plus fort, quoi. Et les gens, il y a une différence entre questionner l'injonction au coming out et dire qu'il ne faut pas le faire. En fait, vous comprenez bien que ne pas faire d'injonction au coming out, tu sous-entends que tu ne fais pas d'injonction non plus à ne pas faire de coming out. Et la vérité aussi, c'est qu'il y a des coming out contextuels, c'est qu'il y a des gens qui ne font pas de coming out dans un certain milieu, leur milieu familial, mais qui peuvent vivre leur homosexualité en faisant un coming out dans leur milieu amical et qui séparent totalement les deux. Aussi, dans leur milieu, des fois, tu fais pas ton coming out dans ton milieu pro, mais tu l'es dans ton milieu d'amis. Il y a une ambivalence et j'ai l'impression que PDH, que les gens ils font bien ce qu'ils veulent et que vous questionnez pas en termes d'individus ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Mais tu sais, tu pourrais dire, en fait, si tu prends la même logique, ça serait, et c'est d'ailleurs la critique qu'ont fait certaines personnes en mode, vous êtes contre le métissage. Tu vois, parce qu'on a aussi une critique sur l'injonction au métissage. Vous savez, c'était la mode à l'époque. Le racisme sera disparu par le fait qu'il y a un mélange des noirs et des noirs et des blancs, des arabes et des blancs, et c'est comme ça qu'on va sauver le racisme. Et d'ailleurs, on sauvera le racisme en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de noirs. Oui, voilà, genre, on sera tous métis, et donc on était en mode, mais c'est pas comme ça que ça marche. En plus, les couples métis, c'est pas ça qui fait disparaître le racisme, même au sein du métissage. Mais et puis ça se aussi mais après, le racisme ce que font et tout. Bah oui, mais ce que font les individus, on s'en bat les couilles. Et la preuve de ça, c'est que par exemple, on est plein de métis au sein du Parti des indigènes de la République, et tout le monde s'en bat les couilles de avec qui tu couches. Et en fait, il y a aussi un problème, je pense que, et ça c'est une problématique intéressante sur la question des LGBT, c'est la question du premier concerné, et qui devient encore plus difficile, par exemple, sur la question de quand tu es racisé ou pas. C'est-à-dire que comment tu peux savoir si quelqu'un qui parle d'un sujet sur le outing est premier concerné ou pas premier concerné? C'est ça, mais puisque ça impose la... Mais c'est difficile. C'est ce que dit Orochi. Dire on fait pas d'injonction au coming out tout en faisant du concernisme sur cette question, je pleure de rire. En fait, c'est ça, c'est que t'as aussi un truc de pour pouvoir faire du concernisme, faut pouvoir t'outer. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire, parce que s'outer, c'est qu'il y a aussi même à l'intérieur de la communauté queer, il y a eu des critiques historiquement aussi de la vision libérale du coming out. Je pense notamment au travail de Eve Sedgwick, qui a un bouquin qui s'appelle L'épistémologie du placard, où en fait, elle revient un petit peu sur l'illusion qu'ont pu donner
les mouvements un peu libéraux de faites votre coming out, et notamment c'est un petit peu le message de Harvey Milk en mode come out wherever you are, etc. En mode que le coming out serait presque une forme de militantisme en soi, etc. Et c'est Joey qui disait mais en fait quand tu regardes concrètement, le placard est fluide. Le placard, ça peut être un placard de verre, c'est-à-dire que tu crois être au placard mais tout le monde le voit. Beaucoup des gens qui se font traiter à l'école avant même de savoir qui sont, ils connaissent très très bien le placard de verre par exemple. Ça peut être, tu peux faire des allers-retours entre le placard, il y a des placards contextuels, etc. Et en fait, il y a toute une complexité finalement du rapport à la visibilité et du rapport au fait d'être out, qui est qu'en fait le seul moyen finalement d'être out systématiquement, constamment dans ta vie quotidienne, d'être véritablement sorti de tous les placards, c'est d'endosser une identité qui a été construite de façon libérale en Occident, qui est l'identité homosexuelle. C'est-à-dire que c'est plus le fait d'avoir des pratiques contextuelles, etc., mais c'est de porter cette identité en toi tout le temps. Et que ça, notamment, c'est quelque chose qui est lié au fait d'être dans la culture homosexuelle, de la faire valoir régulièrement, etc., etc., et donc d'endosser une identité. Et là, il y a une critique aussi décoloniale que l'Occident est construit en fait cette identité-là comme quelque chose, mais parce qu'en fait c'est une critique qui est aussi une critique queer, que l'identité c'est aussi un régime de contrôle. C'est ce que disait Foucault. C'est qu'en fait, ce qui est visible est contrôlable. Exactement. Et c'est ce que dit Yanis notamment dans son article, c'est qu'à partir du moment où tu imposes une visibilité, tu permets aussi un contrôle. Et du coup, tu permets de civiliser une sexualité et des pratiques qui auparavant étaient considérées comme marginales donc là, et problématiques pour la nation. À l'autre reproche qui est fait, c'est de dire que PDH dit que des queers racisés outés se blanchissent. Et que du coup, le mode de militance, on va dire le milieu LGBT, un noir ou un arabe qui endosse l'identité construite dont tu parles, Cassandre, se blanchirait et le ferait dans des codes, etc. Tu vois, mais c'est moi, en fait, mon avis, pour essayer d'être un peu contrarian avec vous, c'est fait exprès. Moi, j'ai l'impression que les noirs et les arabes en Occident sont blanchis. Et que, en fait, est-ce que j'allais te dire. Tu sais, c'est la vieille phrase qu'il y a de trucs de les Algériens français, quand ils vont en bled, ils sont français, tu vois. Tu sais, il y a un truc de est-ce que du coup, c'est un peu un dos commun que en Occident, t'es occidentalisé, quoi. Et du coup, est-ce qu'on peut reprocher singulièrement au mouvement LGBT de blanchir les noirs et les arabes qui les rejoignent, alors que, tu sais, oui, c'est un mouvement LGBT qui est né en Occident, qui est par rapport aux valeurs occidentales, qui a un truc, et de fait, les noirs et les arabes ont accès à ce truc-là. Tu sais, est-ce qu'ils s'occidentalisent plus en faisant ça ou en allant bosser à la défense? Alors déjà, le truc de blanchisser, je pense pas qu'on ait un texte où on dit ceux qui deviennent homosexuels, ils se blanchissent, tu vois. D'ailleurs, nous aussi, ce qu'on dit surtout, c'est que l'intégration à la blanchité, c'est quelque chose qui est commun à tous les Noirs et les Arabes en Occident. C'est le mouvement qui paraît rationnel parce que tu veux t'intégrer à la société, tu veux vivre mieux. Et c'est pas seulement en se disant gay ou que sais-je, toi, il y a plein de processus différents. Et surtout, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que la blanchité, c'est pas seulement le fait d'être ou homo, c'est aussi le fait d'être homophobe. Et cette binarité hétérosexualité qui a fait que tu rentres dans le modèle occidental, et surtout tous les Arabes et les Noirs, et surtout les musulmans, qui intègrent cette lecture homophobe et qui veulent contrôler la sexualité des gens, qui veulent la punir et tout, c'est aussi un processus d'assimilation à la blanchité. Et d'ailleurs, les gens, je vous invite à aller voir, je ne sais plus le nom du chercheur qui avait fait sur ça, et ça peut paraître étonnant pour certains, parce qu'ils vont croire que l'homophobie a été présente de tout temps dans l'Orient, mais en fait, il montre que dans l'histoire, avant la modernité, il y a eu relativement peu, voire très rarement, des fatwas à l'égard de personnes qui pratiquaient l'homosexualité, tu vois. Soit parce qu'il n'y avait pas des organes de contrôle, soit parce que c'était pas un sujet, soit parce qu'il y avait plein de choses qui faisaient que c'était impossible de savoir si un tel avait couché ou pas. Et surtout, c'était peut-être pas le truc. Et en fait, même dans la culture, je veux dire, vous trouvez aussi la différence entre avoir des relations sexuelles et avoir des relations amoureuses. En fait, aussi le rapport, en fait, où ce qui est surtout puni, c'était la sodomie, et tu pouvais avoir d'autres rapports, mais sans la sodomie, ça passait. Bref, c'était extrêmement complexe. Et en fait, le processus d'intégration à la blanchité, d'intégration à l'Occident, c'est aussi et surtout par l'intégration de cette dichotomie et aussi par la pratique homophobe. Et aussi, moi, je pense pas que ce sont les gens, les gays racisés, les queers racisés qui se blanchissent, mais je pense qu'il y a un processus raciste qui fait que un queer racisé sera vu comme un peu plus civilisé que les autres. Mais ça, c'est pas la faute des queers. En plus, je sais que les queers sont beaucoup contre ce discours-là. Et c'est pour ça que pour moi, il faut aussi avoir une forme d'empathie et une forme de dialogue et d'échange. Parce que quand tu vois, même dans la Pride des banlieues, les luttes qui sont mises en avant, tu vois qu'il y a aussi une critique à l'égard de ça, de cette vision qu'ils ont. Mais
Moi, l'exemple le plus parfait, ça a été par exemple Roussel, qui refuse de se prendre en photo avec Medine, qui est en mode faut surveiller Medine parce que lui il est suspect, mais qui se met en photo avec Bilal Hassani. Et c'est pas la faute de Bilal Hassani, tu sais, il faut pas jeter la pierre à Bilal Hassani, mais comment ça se fait que Roussel se sent plus en sécurité avec Bilal Hassani plutôt qu'avec Medine? Et c'est pour ça, c'était une phrase de Ouria qui avait fait beaucoup polémique quand elle était revenue sur la polémique homophobie soft, etc. Où elle parlait justement des queers racisés qui veulent justement jongler entre les deux identités comme un chemin corrupteur et semer d'embûches. Vous savez déjà, en fait, en mode genre, vous savez déjà que c'est compliqué. En mode force à vous. Et tu sais, il y a presque un truc de, en fait, c'est quelque chose précisément qu'on reconnaît. Et je vois juste, il y avait quelqu'un dans le chat, je remonte. Est-ce que prenez vos responsabilités, c'est quand même un truc. C'est quand même un truc, genre, on est d'accord que peut y avoir. Tu peux comprendre en regardant de loin un truc de si vous rentrez dans le militantisme homosexuel, vous ne pourrez plus être antiraciste. Oui. Ah non, il y a un peu sous-entendu. Moi, je prends pas ça. Non, c'est pas ça. Genre, en fait, parce tu que peux comprendre ça de dire. Parce que son message, pourquoi c'était de dire prenez vos responsabilités, ne nous accusez pas nous de créer ça, c'était une l'homophobie. réponse. C'est ce que je reviens sur PDA, je veux dire. Il y a un peu un truc, mais ça peut être pris comme du victim blaming. Être un noir ou arabe homosexuel te mettra en rupture familiale et du coup tu rentreras dans le monde blanc et tu n'appartiendras plus à notre monde. C'est un peu le constat qui est fait. C'est pas seulement. En fait, c'est pas la rupture familiale. Non, t'appartiens pas au monde blanc. C'est juste que tu sais très bien que t'appartiendras jamais au monde blanc. Non, alors oui, mais du coup t'appartiendras plus à aucun des deux. C'est ça. Oui, ça va être compliqué. Voilà, mais moi, attends, je dis pas que... ça va être compliqué. Mais en plus, elle ne parle pas seulement de la famille. Elle parle aussi des milieux gays qui sont. Mais ça, c'est le. Il y avait eu le podcast, je sais pas si vous vous rappelez, le Space avec Mehdi, tout ça, sur des LGBT de quartier qui montraient comment aussi ils avaient vécu du racisme de ouf dans les milieux gays et qu'en fait, tu avais des militants LGBT qui leur poussaient à se outer et à quitter leur famille. Voilà, le Space Ghetto. Mais ils disaient, mais attendez, mais ok, c'est pas la sécurité dans la famille, mais quand t'es un queer racisé, t'as aussi des problèmes dans les milieux gays qui sont pas non plus des espaces de fétichisme, qui sont pas aussi des espaces de sécurité. Mais moi, je comprends que le discours de Ouria, il est super dur parce que Ouria, elle a pas du tout un truc de, comment dire, elle a pas un truc rassurant, quoi. Mais je pense que, en fait, aussi, ce qu'on voit pas dans le truc de Ouria, c'est l'idée que, ouais, je sais que c'est super dur pour vous. C'est super dur pour vous. Et moi, la critique, moi, il y aurait peut-être une critique que je trouverais juste, c'est la critique stratégique. Est-ce que PDH doit parler davantage de questions LGBT et tout? Ça, c'est une question qui peut se poser. Je pense qu'on va la poser sur la Pride, mais à aucun moment, Ouria va dire c'est bien fait pour vous, c'est comme ça et tout. Elle dit ouais, c'est extrêmement dur de s'outer. Donc, je sais que et je pourrais pas faire grand-chose pour vous. Et moi, je pense que là, il y a une réalité. C'est-à-dire que prenons un queer qui quitte sa famille, qui se out, qui dit qu'il est gay. Tu vois, il dit à sa famille, il y a des chances que sa famille rompe avec lui et dire, nous, on n'y peut rien. Et même si on avait un discours en mode, ah, c'est pas normal que sa famille rompe avec lui, je ne pense pas que, même si PDH avait ce discours, ça allait régler beaucoup de choses au niveau de sa famille. C'est ça qu'on veut dire, c'est que d'un point de vue individuel, il y a des choix sur lesquels on n'aura pas là, beaucoup justement, attends, j'ai un bon exemple, ça. Quelqu'un qui répond à Morgane. Tu crois que les LGBT plans kiffent sur le truc de la rupture familiale, la stratégie communaux propose la rupture familiale, ça peut arriver, des meufs ou mecs arabes peuvent ne pas la désirer, même si leur famille est homophobe. En gros, il y a des gens, ils savent que s'ils s'outent, ils vont être en rupture familiale, peut-être qu'ils ont le droit de pas le désirer. Quelqu'un qui dit, tu crois que les LGBT plans kiffent se barrer de chez leur famille, personne n'a dit le contraire, ça arrive aussi chez les blancs. Bah oui. Et la personne dit, pour empêcher ça, suffit d'arrêter d'être un sac à merde intolérant en fait. Oui. Donc ça voudrait dire que vous seriez intolérant, et si vous arrêtez d'être intolérant et que vous défendez la Pride des banlieues, d'un coup, il n'y aura plus de situations où il y a des ruptures familiales, ou alors ça parle plutôt des familles intolérantes qu'il leur suffit d'arrêter d'être intolérants. Mais là, on parle plus de politique. En fait, là, à un moment donné, je pense qu'on va en parler après de à quoi ça sert la Pride et de la stratégie. Mais je veux dire, là je suis désolé, c'est des injonctions et de la pensée magique. Mais à un moment donné, c'est compliqué, quoi. Mais en termes d'abstraction, je suis d'accord avec lui qu'il faut pas ça serait tellement bien si le monde n'était pas un sac à merde intolérant. Ça réglait plein de soucis. Sauf que dans la réalité quotidienne des choses, il y a des gens qui, s'ils le font, vont rompre avec leur famille et ça va être difficile pour eux et que, de toute manière, on ne pourra pas faire grand-chose pour eux dans l'état actuel des choses. Mais je pense que là, en fait, pour moi... Ça, c'est ça ce que tu dis, c'est ça qui les dérange. On ne peut pas faire grand-chose pour eux. Ils vont te répondre hors de nos luttes parce que nous, on passe notre vie à nous battre pour ça. Et justement, la Pride des banlieues serait l'un des moyens d'action
pour se battre pour ça, pour permettre à ce que tu dis que ça n'existe plus, que c'est ça. Et eux, leur hypothèse, c'est que ça fait partie d'une stratégie qui changerait les mentalités. Et c'est là où moi j'ai l'impression que le vrai dissension, c'est qu'il y en a qui pensent que la Pride des banlieues peut faire partie de la route pour dire regardez, on est des queers de banlieue racisés, on existe, et que ça pourrait permettre à changer les mentalités, et que vous, en disant que cette méthode-là, elle est trop occidentale, progressisme blanc, ça les empêche de le faire, et du coup, vous dites qu'il ne faut pas faire ça, alors que c'est ce qui ferait changer les mentalités. Là, quand je vous dis... Alors, pour revenir sur ça, parce qu'on va en parler avec Cassandre sur la stratégie de la Pride des banlieues, mais quand je dis c'est qu'on peut rien faire pour vous, c'est-à-dire que là, je parle de PDH, et en fait, quand je dis ça, c'est que quand bien même, imaginons que PDH, on s'aligne maintenant sur la stratégie qui est de dénoncer ardemment, même d'en faire une priorité. Imaginons même que là, PDH abandonne tout et fait de sa priorité la lutte contre les LGBT. Contre les LGBT pardon. Lapsus révélateur. Mais la lutte contre les homophobes. PDH ne parle qu'aux blancs. Et je pense que ça va pas changer la vie des homosexuels qui subissent l'homophobie de leur famille. Je ne pense pas. Là, je te parle en termes d'efficacité matérielle, là, de directe, concrète. Même si PDH avait ce discours-là, anti-homophobie dans les familles noires et arabes, on n'aurait pas l'efficacité nécessaire pour que ça règle le souci des personnes qui souffrent vraiment dans les quartiers de cette homophobie. C'est ça qu'on dit. Moi, ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pense que je suis grave d'accord. Je te dis, mais en vrai, les gens, nous, c'est pas notre domaine de compétence. Peut-être qu'on pourrait. Mais les gens, ils vont te dire, d'accord, c'est pas vous qui allez régler le problème, mais ne participez pas à dire qu'il faut pas le faire. Parce que moi, je pense que la vraie dissension, il va falloir qu'on en parle un moment. Si tu veux dire d'autres trucs sur le fond, vas-y, fais ça. Parce que moi, je veux parler à quoi ça sert la Pride. Et parce que la vraie question sur la famille, en fait. Moi, en fait, il y a des discours qui reviennent sur la famille et en mode il faut éduquer nos parents, il faut faire un discours sur nos parents. Si nos parents ils sont homophobes, faut dire quelque chose et tout. Et moi, en fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est que, en fait, pour moi, c'est pas une stratégie politique, c'est des stratégies de survie individuelle. Et ça, tu ne peux pas avoir une politique globale en mode il faut répondre aux parents, il faut rompre avec les parents, ou alors il faut être docile avec les parents, il faut se faire tout petit. Ça n'est pas un discours. C'est chacun se débrouille comme il le peut. Parce que là, on parle de la famille et selon le contexte, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que tu ne peux pas dire à quelqu'un tais-toi ou affronte-les. C'est chacun négocie comme il peut. C'est lui-même ce qui est le mieux pour lui. Et il y a dans certaines familles où je pense que des gens ont intérêt à rompre avec leur famille parce que leur famille est beaucoup trop homophobe et ils ont d'autres recours, ils ont des backgrounds, tu vois, ils ont des gens qui peuvent les aider et tout, donc ils ont intérêt à rompre avec leur famille. Et il y a d'autres endroits où, pour eux, c'est trop compliqué de rompre avec leur famille, surtout qu'ils vont être isolés et que l'homophobie, ils arrivent à s'y faire et que c'est peut-être aussi, en fait, on se rend pas compte, mais aussi parfois il y a des tabous, il y a des choses qui arrangent. C'est-à-dire que tu peux savoir que ton frère, ta sœur, ton enfant est homosexuel. Chacun sait que l'autre sait, mais que on va pas en parler et chacun accepte cette situation et tout. Et c'est pour ça que pour moi, ça c'est des stratégies individuelles et on n'a rien à dire aux gens. Les gens qui ont rompu à leur famille, ils ont fait leur choix, faut le respecter. Les gens qui n'ont pas rompu avec leur famille, ils ont fait leur choix, ils l'ont respecté. Ce n'est pas possible d'avoir une stratégie politique globale sur ça. Maintenant, il faut avoir quels sont les moyens de discuter, de théoriser et de régler cette question de l'homophobie de la part des Noirs et des Arabes. Mais je ne pense pas que ça se passe par la stratégie familiale. Prenons un sujet qui me concerne, j'ai le même avis sur le racisme. C'est-à-dire que moi, je m'en bats les couilles et je le fais moi-même. Par exemple, je vais dans ma belle famille qui sont blancs. Parfois, ils ont des remarques un peu racistes. Et j'ai la flemme d'aller dans la confrontation. J'ai une stratégie en mode c'est bon, je milite assez, c'est du racisme un peu soft, des blagues par-ci par-là. Je fais le choix de ne même pas me confronter. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas en vouloir à des gens qui vont tout de suite aller dans la confrontation parce que c'est comme ça qu'ils vont le vivre. Et tout, je veux dire, et je ne crois pas non plus. Nous, je veux dire, c'est aussi le choix qu'on fait sur l'antiracisme. Je ne pense pas que la solution passera par le fait que les Blancs éduquent leurs parents. Parce que je vais faire juste 2 minutes sur ça. Prenons ces stratégies de les Blancs. Pour régler le racisme, vous devez régler le racisme de vos parents. Ce choix de lutte me paraît extrêmement compliqué parce que ça impliquerait que déjà, il n'y aurait que les parents de gauche, que les parents qui auraient des enfants de gauche qui auraient des confrontations dans leur famille. Donc ça effacerait tous les droitards du pays. Donc ça en fait beaucoup. Mais en plus, ça voudrait dire que le gars, il fait un effort de ouf. C'est-à-dire pour régler le racisme de ses parents, tu vois, avec des risques de rupture, des risques de tout ça. Et en plus, imaginons même qu'après des années de disputes, de confrontations, de risques, il arrive à changer la vie de son père ou de sa mère ou même des deux
et que bah voilà, ça fait 2 personnes qui ont changé en France. Surtout que la vérité, Wissam, c'est que c'est un peu les deux. C'est que les gens, quand ils ont Oui, l'énergie, bah oui. ils s'engueulent un peu. Et le repas du dimanche d'après, Bah oui. ils relèvent même pas. Bah oui. Et que des fois, c'est pas possible. Et quand ils sentent que la personne est de bonne humeur, ils essayent de. Enfin, en fait, c'est là, on est dans des trucs de rapport Oui. individuel. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent. Avec, Bien tu sais, genre, encore une fois, on en revient au fait de la question. C'est la stratégie, mais moi, genre, à un moment, il faudra parler Oui. de. La Parce Pride que moi, banlieue. en fait, Oui, non, attends, parce juste, vas-y, Cassandre, juste moi, parce que la question des gens, c'est comment on fait pour régler l'homophobie dans les banlieues. C'est ça l'angoisse Attends, oui, des gens. et parce qu'il y avait un message en chat qui disait mais quel rapport avec les revendications de la Pride des banlieues qui à aucun moment parle de rééduquer les darons. Et c'est vrai que là depuis tout à l'heure quand on parle du drama qu'il y a eu sur Twitter, Oui, c'est pas il y la a Pride. aussi des gens sur Twitter qui portent un discours anti-PDH plus que pro-Pride des banlieues, mais qui est totalement à des années-lumière du discours même de la Pride des banlieues, qui Oui, sont oui, même je suis pas, d'accord, qui je suis parlent d'accord. même pas pour la Pride des banlieues. Donc voilà, faut aussi. Oui, il y a remettre une les choses. caricature de la Pride des banlieues, ça je suis d'accord. C'est des discussions qui ont dérivé Oui. sur Twitter où tu en as certains qui disent bah non, mon père. Mais ça, allez voir sur le rapport avec les parents et tout. Allez voir parce que en plus les gens qui aiment les premiers concernés, allez voir le ghetto, le podcast Ouais. ghetto, le podcast ghetto, parce qu'il y a vraiment plein de discussions intéressantes. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça ou pas faire comme ça. Vous négociez comme vous pouvez en termes interindividuels, quoi. Et du coup, je pense que ça peut nous amener sur la Pride des banlieues. C'est quoi? De quoi Alors, on parle? Bah, si tu veux, on peut parler de ça parce qu'il y a deux avis. C'est qu'il y a des gens qui disent vous voulez pas affronter les structures familiales des Noirs et des Arabes qui oppriment les queers racisés. Eux aussi, ils ont le droit d'avoir envie de changer la structure familiale oppressive, même si c'est celle de dominer. Donc il y a ce premier avis-là. Il y a l'autre avis qui est de dire mais vous êtes raciste parce que vous dites que les Noirs et les Arabes sont homophobes, c'est pas vrai. Il y a aussi un avis de dire mais en fait la Pride ça sert pas à ça, ça sert juste à montrer qu'on existe, ça va avoir un effet on sait pas lequel et c'est un truc pour se réunir et de toute façon voilà, tu vois genre il y a un truc un peu en fait Oui, tout il y le a monde plein n'est de pas sujets exactement aussi, hein. d'accord et du coup je trouve que ça bien que tu rappelles le truc de déjà les gens qui l'organisent qu'est-ce qu'ils veulent en faire et même de dire la Pride à quoi ça sert, quel effet ça a. La Pride des banlieues, à l'origine, en fait, ce qui est très intéressant justement, c'est qu'il y a un discours de justification qui peut être considéré comme contradictoire, que ce soit dans le discours lui-même ou même dans sa récupération. C'est-à-dire qu'en 2018, le discours qui était beaucoup porté et qui est encore beaucoup porté aujourd'hui par un des fondateurs, donc à l'époque, c'était des gens de l'association Saint-Denis Ville au Cœur, qui était une association de la ville de Saint-Denis, un peu proche de la mairie, etc. Et leur discours, c'était de dire, pour contrer les discours comme quoi les banlieues seraient homophobes, etc., on va vous montrer que bah non, il y a aussi des LGBT en banlieue et que tout se passe bien. Et un peu le truc de regardez, on fait une Pride et rien ne se passe, c'est la preuve que vos discours Très bon racistes, exemple. etc. Très bon exemple parce qu'il y a eu énormément de gens, même à la télé, qui ont dit que ces homosexuels aillent défiler dans le 93. On verra ce Exactement. qui va leur arriver. Et là, par exemple, force est de reconnaître que par rapport au discours raciste et réactionnaire, avoir eu une Pride des banlieues qui s'est passée à la Courneuve, c'était ça Oui, il n'y a pas eu Euh, de rassonnade. qu'il y a eu pas eu de plusieurs fois à problème, Saint-Denis, qu'il y a c'était à que Courneuve. peut-être il y a des gens qui disent des trucs un peu homophobes, peut y avoir des petites des trucs à la marge, mais comme celle qu'il y a en centre-ville, somme toute, Ouais, un ouais, truc ouais. non, voilà, et ben de dire allez vous faire foutre, regardez ça, regardez, elle est arrivée et tous les discours d'extrême droite de dire que les Noirs et les Arabes, parce que leur sous-entendu c'est vous venez, ils vont vous tirer dessus à l'arme réelle, Oui, ils vont vous lapider, vous allez vous prendre des jets de cailloux, ils vont arriver en masse On n'est pour pas des vous sauvages, tuer, quoi, vous c'est ça, le égorger, truc. voilà. Oui, c'est ça, Et le on truc va de pas- dire on va pas des sauvages. regardez, on y est allé, et ben ça se passe comme la Pride de centre-ville. Il y a des gens qui sont contents, des gens qui s'en branlent et des gens qui trouvent ça. Ouais. Et des gens qui peuvent dire ah, moi j'aime pas les hommes. Moi, genre, globalement, ça ressemble à peu près à la société. Ça, cet effet-là, Ouais. par exemple, t'es obligé de reconnaître que c'est un outil qui a été efficace pour Ça, aller c'est- dans du ouais. contre-discours. L'autre point de discours, c'était on a des revendications spécifiques à la vie en banlieue qui sont universelles parce que comme on est à l'intersection de plusieurs choses, on est aussi dépositaire d'enjeux qui sont propres à la banlieue et qui nous concernent, que ce soit l'accès à la santé, l'accès au logement, etc. C'est en mode on va porter des revendications qui sont propres à nos vécus et qui ne sont pas forcément dans les prides centralisées. Et ensuite, le troisième truc, je sais qu'il y avait des questions dans le chat, est-ce qu'il y a des prides dans la campagne? Il y a des prides à la campagne aussi. C'était de dire il faut décentraliser les prides et de dire que le gros appareil, le gros machin de l'inter-LGBT qui fait une pride dans le centre-ville de Paris, il y a aussi un aspect où ça maintient finalement toute la vie LGBT à l'intérieur de Paris et c'est un problème parce qu'il faut au contraire décentraliser et la sortir du ghetto, entre guillemets. Et aussi, mais même il y avait des discours à chaque fois de il faut lutter contre le racisme, pour Oui, notre parce que bien y compris. Les mots d'ordre les plus présents, par exemple, là, cette année, la question palestinienne, omniprésente, tu vois, genre... D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un faire un tweet intéressant sur le truc de faut arrêter de faire croire que c'est par des discours tolérants, d'acceptation, qu'on va convaincre
des gens de quartier d'être moins pires avec les LGBT. Mais moi, j'ai l'impression que l'omniprésence, par exemple, de la question de l'antiracisme, de la question de la Palestine, dans une manif comme celle-là, peut être d'autant plus efficace pour déradicaliser des gens de quartier de leur détestation et de leur faire dire en vrai, peut-être qu'ils sont plus cool que ce que je croyais, tu vois, qui est truc sorti du cul de Twitter, mais tu sais, tu vois que les gens, ils se disent, tu vois, que... Même parfois les tweets non, en mais mode, parce que... ah là là... Non, mais Wissam, je dis ça parce que c'est par rapport au tweet qui a été... Non, mais je sais que toi, t'es d'accord, mais il y a des gens qui étaient en mode, c'est ni pute ni soumise, cette Pride des banlieues, c'est que des blancs civilisateurs, printemps républicain. Tu vois, genre, désolé, faut... Non, mais en fait, tu deviens inécoutable. C'est en majorité des blancs, mais nous aussi, en effet du tweet il y a pas mal de blancs. Oui, c'est ça. On va faire la critique... Il y a un peu un effet du tweet dans le contexte de la Palestine. Au final, les LGBT auront été beaucoup plus solides que beaucoup de la gauche. Vas-y, finalement, vous êtes des camarades. Enfin, pas des camarades, mais genre, il y avait un peu des tweets marrants comme ça en mode vas-y, les LGBT, on est ensemble, en fait, vous nous défendez, quoi. Mais d'ailleurs, il faudra aussi que, mais plus tard, poser la question de aussi la Pride toute normale, je sais pas, la Pride institutionnelle. Et les polémiques qu'il y a eu avec les drapeaux de la Palestine, les drapeaux, la femme voilée et tout ça, et comment ils ont perdu du financement par rapport à ça. Et j'ai l'impression que tout le monde a sapé ça. Mais juste avant, en fait, pour moi, sur la Pride des banlieues, pour moi, il y a une question qui est mal posée, c'est est-ce que vous êtes pour l'interdiction ou contre l'interdiction de la Pride des banlieues? Et pour moi, c'est un mauvais sujet, parce que, imaginons même, je veux dire, déjà, cette phrase, elle n'a pas de sens, parce que même si PDH serait contre la Pride des banlieues, elle n'aurait pas le pouvoir de l'interdire. Donc pour moi, ce débat n'a pas. On pourrait vous reprocher d'être contre quand même. Oui, mais ça n'a pas. Je vais y venir. Mais pour moi, ça n'a pas de sens parce que c'est même pas réalisable. Mais en plus, c'est même pas le sujet pour moi. Nous, et à PDH et moi, c'est les LGBT visibles qui ont décidé de mener cette lutte. Ils l'ont décidé en autonomie. C'est pas à nous de l'interdire ou de le dire de ne pas faire. Par contre, je pense qu'on peut avoir des retours critiques, mais les retours critiques doivent se faire dans un cadre, je pense, respectable et entre camarades, comme il peut, les gens comme avec PDH. PDH, on est des premiers concernés. Pourtant, ça n'empêche pas les critiques. Et pour moi, c'est pas une mauvaise chose, oui. C'est pas parce que c'est les premiers concernés qu'on ne peut pas critiquer des trucs stratégiques. Et d'ailleurs, attends, et en plus, ces critiques-là, elles sont passées parce que je crois que c'était en 2022, un des organisateurs de la Pride avait eu des propos qui ont été repris dans Marianne, etc. Il y a toute l'extrême droite qui a fait une polémique parce qu'il a dit tu luttes pas pareil contre l'homophobie en banlieue auprès de populations racisées que parmi les blancs de centre-ville bourgeois, etc. En mode, il y a une approche spécifique à avoir. Il s'était fait allumer. Mais les mêmes gens qui attaquent PDH et qui défendent la Pride des banlieues ont voulu le cancel à l'époque, rappel. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y avait aussi une digestion de ce truc-là de on a beau lancer un discours de oui, finalement, l'homophobie, c'est un petit peu partout pareil, etc. Il y a quand même des spécificités à reconnaître, etc. Et donc, je pense que même ces critiques-là peuvent aussi transparaître et arriver et s'adresser de façon, pas neutre, tu vois, mais de façon normale, quoi. Mais je pense que, en fait, pour aller sur le truc de la Pride des banlieues, je pense que parfois, il faut être plus clair sur, pas seulement sur les critiques, mais aussi de comprendre. En fait, je pense qu'on comprend que quand tu es un queer racisé visible, l'un de tes combats, ce soit l'acceptation, la possibilité d'être visible. Et moi, il faut aussi préciser qu'à aucun moment, on pense que les organisateurs de la Pride des banlieues, ils soient animés par des trucs racistes ou ils soient animés, tu vois. Je pense qu'ils parlent aussi des bonnes volontés, mais même pas seulement sur la question des LGBT. Dès le départ, il y a la question d'élargir, la question de la précarité qui peut être mis en avant et tout. Par contre, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir en fait un questionnement sur lequel on n'a pas de réponse et je pense que personne n'a de réponse. Déjà d'une sur l'efficacité, à questionner de savoir qu'est-ce que c'est l'efficacité, qu'est-ce qu'on entend par l'efficacité, quels sont les buts qu'on veut entretenir, et aussi sur la réception qu'il peut avoir de la part, pas seulement des blancs de gauche, et de la société en général. Et par exemple, c'est la question qu'on posait souvent, c'est comment ça se fait que la gauche et ça veut pas dire qu'il faut interdire la Pride, les gens, ça veut pas dire ça, c'est juste se poser des questions de comment ça se fait que, par exemple, la Pride des banlieues puisse être autant acceptée, non pas seulement par l'ensemble des organisations de gauche, même les plus racistes, même les plus islamophobes, mais aussi par une bonne partie des institutions. Et la preuve de ça, c'est que, par exemple, on a pu tenir une Pride des banlieues. Et tant mieux, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Alors que, par exemple, plusieurs années de suite, même. Oui, plusieurs années de suite. C'est une réussite en soi. Alors que dans le même temps, il est extrêmement difficile de s'organiser
en tant que musulmans dans ces mêmes quartiers et ce qui peut provoquer de la C'est ça. réactance d'ailleurs. C'était un aspect de Sem, notamment dans l'article de Yanis Sedrati, c'est de dire le problème, c'est que genre pourquoi c'est aussi facile de faire une Pride des banlieues à Saint-Denis alors que une marche contre l'islamophobie, etc. Là, elles se font tout le temps retoquer, elles se font tout le temps interdire, même simplement parce que organiser une manifestation, faut pas uniquement se mettre bien avec la mairie, il faut aussi se mettre bien avec la préfecture. Et souvent, c'est la préfecture de police qui empêche. Et moi, pour être allé à 2 reprises à la Pride des banlieues, j'étais allé à la toute première édition et l'édition de 2022. En tant que banlieusard, j'imagine. Neuilly. Non, continue, excuse-moi. Mais non, en tant que militant politique qui vient récupérer les luttes, bien évidemment. Et ce qui était intéressant, c'était de voir le comportement de la police. Où quand tu fais la Pride radicale dans Paris, il y a toujours en marge des échauffourées avec la police, que ce soit les cortèges un peu vénères qui veulent protéger quelqu'un et que la police veut tabasser, etc. Ou alors l'inverse, les cortèges vénères qui crient ACAB et la police qui s'échauffe un peu, etc. Et là, en l'occurrence, t'avais des gens vénères, entre guillemets, mais la police était là pour nous protéger de la population de Saint-Denis. Et en fait, notamment parce que c'était un parcours, en gros, où... Et ça, c'est pas. Attends, je le dis parce que les gens sont fous. Hein. Ce n'est pas de la faute des gens dans la Pride ou des organisateurs et des organisatrices. Non, mais il faut le dire parce que Cassandre, je les connais. C'est la faute de la police. Oui, c'est la faute de la police. Mais parce que pour revenir en fait au discours de base de on veut faire une Pride pour montrer que en réalité, il y a des LGBT en banlieue et qu'il faut arrêter de parler de la banlieue que au prisme de l'homophobie et des violences. Il y a aussi de la fierté, etc. En fait, c'est un discours qui peut parfaitement être retourné sur lui-même et dire soit du coup, vous sous-entendez qu'il n'y a jamais d'homophobie en banlieue, ce qui est d'élu et ce qui n'est pas du tout le discours de la Pride des banlieues, ou alors du coup vous avez quand même vous remerciez quand même bien la police de vous protéger à ce moment-là, tu vois. Donc tu as aussi des trucs où le regard qui est posé malgré nous, et c'est pour ça que tu avais sorti l'extrait de Quotidien, même dans le regard qui est porté par la presse sur la Pride des banlieues, malgré le message que veulent faire passer les organisateurs de dire tout va bien circuler, il n'y a rien à voir, la presse, ils vont interviewer des gens, ils vont dire ah ouais, avec mes parents c'est difficile, ah oui, on me regarde, non mais même c'est des phrases de ils vont faire une Pride dans des endroits où tu ne peux pas être homosexuel contrairement au centre-ville. Il dit ça texto là dans le dernier truc Quotidien. De fou. Mais là le truc intéressant, moi je pense qu'il faut revenir là-dessus c'est pas de la faute des organisateurs et des organisatrices, mais tu peux organiser une Pride des banlieues, tu ne peux pas faire une manif contre l'islamophobie et les violences policières. Je pense que c'est quand même intéressant de le noter. En fait, et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir de l'empathie. Et je pense qu'il y a aussi un moment donné, il faut qu'on considère que on parle entre personnes qui ont quand même des intérêts communs. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses plutôt que de croire qu'on est en conflictualité. Et je trouve que l'exemple parfait, c'est celui, je t'ai dit, avec Bilal Hassani et Médine. Et c'est pas la faute de Bilal Hassani. Mais il faut juste comprendre comment ça se fait que pour certaines personnes, ça sera plus rassurant d'avoir Bilal Hassani tout comme c'est pas la faute de Médine. Voilà, tout comme c'est pas la faute de Médine. Mais il faut juste avoir un discours. Essayer de comprendre ça. C'est ça, parce qu'en fait, il faut rappeler que je pense que la très grande majorité des gens dans la manif sont tous et toutes pour qu'il y ait des manifs contre l'islamophobie et contre les violences policières, et même viendraient à ces manifs-là. Tu vois, c'est parce que non, mais je leur dis, Palestine et tout. Je leur dis parce que je sais que les gens défendent, tu sais, qu'ils croient pas que les gens de la Pride des banlieues veulent manifester que pour la Pride et pas pour les violences. Non, c'est fin. Mais que en fait, j'ai l'impression que le truc qui frotte, c'est de dire que en fait, ça montre que il y a une acceptation plus facile de la question de la Pride et de l'homosexualité parce que vu par le pouvoir raciste comme un outil civilisateur. Quand bien même les gens qui militent, qui participent, qui organisent ça ne sont pas des gens qui activement veulent civiliser, contrairement à ce que certains ont dit sur Twitter, désolé, allez vous faire foutre, c'est pas ce qu'ils font, c'est pas vrai. Même si activement ils font pas ça, ils peuvent en partie être vus et être utilisés pour faire ça. Et la question, du coup, c'est de dire faut se battre pour que puisse y avoir aussi, moi à mon avis, des manifestations sur la question de l'islamophobie, des violences policières, et du coup savoir aussi est-ce que vraiment organiser une Pride des banlieues, finalement la question qui fâche, c'est à quoi ça sert, et est-ce que ça a un effet, comme peuvent le penser les institutions, de dire que c'est bien parce que c'est civilisateur et ça va rendre plus progressistes les Noirs et les Arabes, ou est-ce que peut y avoir une subversion d'avoir une organisation queer qui fait la Pride des banlieues avec des mots d'ordre sur l'antiracisme, sur la Palestine, sur les violences policières qui sont scandées à longueur de journée, qui gagne le jeu de la subversion? Est-ce que c'est l'État qui réussit à subvertir un mouvement queer vraiment antiraciste, vraiment pro-palestinien, ou est-ce que c'est le mouvement queer qui arrive à subvertir cet espace qu'on leur donne pour faire de la visibilité queer et apporter des mots d'ordre des violences policières? Et est-ce que même on est capable d'y répondre à la question, tu vois? Et c'était pareil, un truc qui était souligné par Yanis dans son article, il était en mode en 2023 le mot d'ordre ce sera la PMA pour toutes. Et en fait il y a la question de quand tu fais une marche des
fierté. Quand tu fais une Pride, à qui est-ce que tu Les t'adresses? deux, peut-être. À qui est-ce que tu t'adresses et où? C'est-à-dire qu'une marche dans le centre-ville, tout comme les manifestations en centre-ville, le but c'est d'aller prendre un espace public dans des quartiers. Bon, après, il y a le problème éternel, tu vois, genre même, tu sais, genre pendant très longtemps, avant les Gilets jaunes, globalement, toutes les manifs syndicales, c'était République Bastille. Tu vas parler à qui, République Bastille, tu vois? Et là où les Gilets jaunes, ils ont pété le truc, c'est qu'ils ont fait des manifs dans les beaux quartiers, là où il y a justement les puissants, les décideurs, les riches, etc. Tu vois. C'est aussi toute la question de, en vrai de vrai, le parcours de la Pride. Là, cette année, il va de Palais Royal Musée du Louvre à Nation. Généralement, c'est dans l'Est parisien. Donc, y compris dans la façon dont la Pride est organisée, elle est aussi cantonnée à certains quartiers dans lesquels elle sera considérée comme acceptable. Et ça pose la question de, quand on a des mots d'ordre comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? À qui on s'adresse? Et en fait, dans les années 90, la marche des fiertés, non, en fait, ça a commencé dans les années 80, en fait. Il y a l'épidémie de sida, et à cette époque, il y avait que Act Up globalement pour encore faire la fête et dire non, mais on en a encore besoin. Et en fait, tournant 90-2000, il y a eu progressivement une constitution du groupe social LGBT, gay, lesbien, etc., comme un groupe de consommateurs. Et en gros, à partir de ce moment-là, les mots d'ordre de la marche des fiertés peuvent dire, regardez, notamment quand ça a été l'objet de revendiquer, le Pax, le mariage, etc., c'est de dire, nous sommes un électorat et nous voulons ça. Nous représentons quelque chose dans la société et nous demandons ça de façon uniforme, etc. Et on le demande à qui? On le demande à l'État, on le demande au pouvoir public. Qui a été un peu critiqué aussi par des queers en mode, du coup, ça fait que les luttes LGBT deviennent en fait... Se rendre respectable. Disons, se rendre respectable, oui, enfin la respectabilité fait partie de ça, mais du coup se transforme en des luttes de demande auprès des pouvoirs publics au lieu de destruction des systèmes, etc. Qui est une critique qui continue aujourd'hui, c'est des critiques éternelles sur la Pride. Il y a un super article qui est LGBT. sorti à Trou Noir de Mickaël Tempête. Lisez Trou Noir. Mais en plus, c'est très intéressant son truc sur l'utilisation les du mot taf. Ouais. Par rapport à queer et tout, c'est super intéressant, il est vraiment bien l'article. Mais du coup, en fait, c'est que la Pride, toute critiquable qu'elle est par son côté mercantile, par son côté un peu touristique, etc., du coup, c'est doté d'un pouvoir de levier, finalement, en disant, quitte à être des consommateurs et trucs comme ça, on va utiliser le poids symbolique qu'on a par notre récupération économique pour réclamer des droits. Mais du coup, les réclamer à l'État. Le problème, c'est que quand tu vas faire une Pride en banlieue, à qui tu parles? Qu'est-ce que tu constitues comme groupe de pression? Et d'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui que la Pride est un peu en crise, que la Pride de Paris, il y a tout le temps des critiques, etc., pas assez politique, trop chiante, etc., etc. C'est parce qu'en fait, le mouvement LGBT unitaire, LGBT, vraiment toutes les lettres ensemble, et dans une situation de crise qui date depuis au moins la fin de l'adoption du mariage pour tous, de qu'est-ce qu'on fait, qui sommes-nous, pourquoi on lutte, comment on lutte. Et en fait, ça, c'est vraiment une crise éternelle. Et en fait, c'est de là que la Pride des banlieues émerge aussi. C'est des critiques de cette décrépitude de cette lente décrépitude du mouvement LGBTI, qui ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qui va... Voilà. Et qui est en train de revenir en puissance, parce que là, on a vu que le mot d'ordre politique, l'affiche anti-facho... vite fait, là, je vois les gens au Rochi, au Cybercat qui disent « Ouais, mais on ne parle pas du fait qu'il y a certains queers racisés ou non, d'ailleurs, qui ne se sentent pas représentés par la Pride, etc. » Enfin, oui. Mais ça, c'est un débat vieux comme le monde, mais... Moi, je suis désolé, mais sincèrement, peut-être que vous allez me faire changer d'avis. Moi, je vois pas de contradiction entre le fait qu'il y ait une Pride organisée ou une Pride des banlieues et qu'il y ait des gays respectables qui veuillent pas s'y montrer parce qu'il y a des pupilles. Je vois pas en quoi le. Mais vas-y, dis-moi si j'ai tort. Ça, c'est peut-être mon avis un peu gay dégénéré de dire. Est-ce que vraiment, les gays du quotidien qui veulent pas se mêler au mouvement du LGBT dégène, est-ce que la Pride vous empêche d'exister? Tu vois. Et là, on en revient à l'injonction de être gay, c'est rentrer dans le mode de militantisme et d'identité gay, nous qu'on critique. Mais donc du coup, on pourrait créer un contexte où il y aurait une Pride qui existerait et de dire que c'est pas parce que tu vas pas que t'es pas homosexuel. J'ai dit en trollant un peu, vous êtes des gays respectables, c'est pour rire, hein, mais genre, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, genre LGBT dégénéré, c'est ma blague pour dire, c'est ce qu'on dit des LGBT à la Pride avec des harnais un peu à poil. Vous avez compris. Voilà. Les trous noirs, c'est LGBT dégénéré. Oui, voilà, ceux qui sont rebelles, quoi. Contre la normalisation. Moi, j'adore. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et qui se revendiquent en plus. Moi, ça me fait chier qu'il y ait une opposition entre des modes. Tu vois, comme on parlait de les gens en rupture familiale, par rupture familiale, chacun. Enfin, tu vois, pareil, la Pride. Moi, j'ai vu des gens dire, par exemple, vous dites que vous dites qu'il faut pas faire la Pride parce qu'on va choquer les darons rebeux, alors qu'ils subissent déjà ça toute l'année. Est-ce que c'est utile de choquer? Mais n'importe quoi, la Pride, ça sert pas à choquer. Mais qu'est-ce que vous racontez? Alors attends, là tu switches sur un autre sujet. Pour finir sur ton interrogation. Oui, parce que vous êtes un peu des LGBT respectables. Il y a le double discours un petit peu, parce que t'as des LGBT bourgeois, tu sais, le fameux tweet je suis le seul gay qui ne regarde pas Drag Race en fait. Vois, genre mais pour moi, quand vous dites, désolé Cassandre, parce que je parle aux gens, quand vous dites moi je suis le seul gay à pas vouloir aller à la Pride, vous rentrez un peu dans cette case-là. Je veux dire, reconnaissez que vous êtes un peu
I'm not like the other gay. Mais moi, j'ai Non, aucun mais problème avec oui, ça. oui, J'ai mais en vraiment fait, aucun problème. Mais vous justement, êtes un peu ça, il n'y a ça, pas de problème. Non, mais ça, c'est produit parce que je viens de décrire, tu vois. Parce qu'à Oui, partir je du suis moment où la d'accord. Pride Je provoque un c'est peu. constitué comme le moment de pression auprès des pouvoirs publics, l'inter-LGBT, de fait, c'est constitué comme le représentant de la communauté. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a toujours des dramas autour des mots d'ordre, etc. C'est qu'à partir du moment où tu constitues cette masse de personnes qui est un levier politique, dans ce cas aussi, tu parles un petit peu à sa place et tu deviens une norme sur qu'est-ce que ces personnes-là pensent, veulent, sont, etc., etc. Donc, c'est en fait l'angoisse de ce truc-là, créer malgré moi une norme sur laquelle j'ai aucun pouvoir et à laquelle je veux pas ressembler. Non, mais juste, en fait, moi, je voulais juste revenir avant de revenir sur la Pride des banlieues, aussi de rappeler le truc de la respectabilité, en fait, de pourquoi c'est plus accepter un arabe gay. Moi, il y a le côté racisme, mais je pense que c'est important et c'est le truc qu'ils comprennent pas chez Ouria sur la figure de la, je vais pas dire le terme, c'est que c'est profondément homophobe. Quand Roussel se sent plus en sécurité avec Bilal Hassani plutôt qu'avec Médine, il y a le cliché de vu qu'il est gay, il est moins arabe, il est moins violent, il est moins et juste pour il y a aussi l'excellent article que j'ai refait sur souvent partagé sur Florent Voros et sur les milieux gays et le rapport aux arabes. Tu as cette injonction un peu paradoxale chez les rebeux et gays, avec l'idée que tu as beaucoup de blancs, si un rebeu il se dit gay, il est moins intéressant, il est moins sexy et tout, parce qu'il a plus ce truc, il est gay, donc il fait un peu plus efféminé, alors que eux, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment le vrai rebeu. Le rebeu ou le renois, qui est pas... Là, qui c'est est le pas... fétichisme des oui, homosexuels. Voilà, donc t'as aussi, il faut pas oublier aussi que dans ce truc de... Il est plus civilisé, il y a aussi un truc profondément homophobe. Quoi. Ouais, mais en fait, c'est parce que aussi, la façon dont l'ordre genré fonctionne, c'est que l'homosexualité est renvoyée à de la féminisation. Oui. Et donc, renvoyée à quelque chose qui est du coup moins dangereux et violent. Et en fait, à l'inverse, du coup, à l'intérieur de la communauté gay, t'as des gens qui, du coup, dans cette homophobie intériorisée, disent « Ah non, moi, je suis pas une... Je veux pas de femme, je veux pas de folle, etc. Moi, je veux que des vrais hommes, etc. » Et du coup, qui vont surcompenser et du coup, aller chercher, parce que race et genre sont construits de façon, inextricable. Ouais. Et que du coup, le rapport à la race est genré en soi. Et que du coup, lorsque tu vas être perçu comme homosexuel et arabe, va y avoir un petit peu une espèce de féminisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es un barbare, un noir, un arabe, etc., va y avoir dans ta perception raciale une masculinisation. C'est pour ça notamment que les femmes arabes et les femmes noires sont survirilisées, sont considérées comme pas assez féminines, et du coup qu'on leur reproche quand elles sont trop féminines, quand elles surjouent la féminité en mode parce que c'est d'autant plus factice que, etc. Bref. Ouais. Et donc en fait, à partir du moment où être racisé déjà te virilise, c'est une façon aussi d'échapper à cette virilisation, en fait, qui constitue en fait comme danger. Si t'es viril, c'est que t'es un danger, c'est que t'es violent. Et donc en fait, quand tu vas être homosexuel, tu vas être moins perçu. Encore une fois, c'est la perception hétérosexiste qui se place là-dessus et raciste. Du coup, tu seras moins perçu comme menaçant vu que tu seras associé à quelque chose qui est de l'ordre de la féminité et donc de quelque chose qui est dominé, qui est etc. etc. Et est-ce que ce que tu dis, Cassandre, du pas coup, tous, hein, notons-le. est-ce que je me fais un peu l'avocat du diable? Est-ce que du coup, par rapport à la question du rester barbare de Louisa Yousfi, est-ce que du coup, on peut pas penser que à PDH, on pourrait trouver que des arabes, des queers racisés qui habiteraient leur homosexualité dans ces codes-là et qui sortiraient justement du barbare par l'homosexualité, rompraient ce contrat, cette proposition politique du rester barbare de fait. Bah oui, c'est pas ce que raconte Louisa Yousfi dans son livre, parce Non, que mais justement, elle parle fait, c'est autant un problème qu'un truc à faire. Enfin, Mais c'est ça. par je exemple, provoque un c'est peu, que je si provoque t'es un peu. Mais tu, premier- vois, tu comprends ce que je veux dire Mais ou par pas? exemple, moi, le truc de rester barbare, pour moi, il n'est pas seulement sur la virilité. Tu vois, Oui, je prenons sais, les hein. queers Oui, oui. palestiniens qui sont en mode on reste palestinien, soutient la Palestine, on refuse de. Et d'ailleurs, il y a aussi plein de militants LGBT. Je trouve que le truc le plus provocateur en ce moment qui est fait, c'est d'afficher le drapeau de la Palestine et tout. Et surtout quand t'es LGBT, ça les rend fous. Pour moi, c'est un peu une forme rester barbare, tu vois. C'est aussi, pour moi, elle n'est pas seulement liée à la Il est virilité, fort, c'est il au est fort. contraire. Il est fort quand même. Et aussi, juste une petite parenthèse aussi sur le rapport à la famille. Ça serait intéressant aussi de voir les liens qu'il y a à faire aussi, parce que là, on parle des queers, mais quid des femmes? C'est-à-dire le nombre de femmes racisées, parce que le patriarcat, on parle de l'homophobie, mais le patriarcat dans les familles noires et arabes, elle est quand même forte, tu vois. Et le nombre de femmes qui, pour des raisons de classe, pour des raisons de race, par antiracisme, par soutien à leurs frères, par soutien à leur père, par soutien à leurs enfants, refusent de se présenter d'abord comme féministes et décident de rester avec les siens, tu vois, et de se dire, bon, bah, je mets de côté pour l'instant certaines avancées féministes, parce que là, quand même, il y a la solidarité avec les miens, avec mon environnement. Il est aussi intéressant. Il faut voir aussi les parallèles qu'il y a à faire. Et je pense qu'il y a des choses aussi qui apparaissent chez les queers. Et même, je vais prendre aussi un autre exemple, l'apostasie. Tu vois, un truc un peu loin. L'apostasie. Le nombre de rebeux qui sont non musulmans, mais qui,
du fait de l'islamophobie, refusent de se dire musulmans, en mode, et encore liberté aux apostats qui le font. Et le nombre de gens qui sont en mode, hey, c'est quoi, je vais même pas vous le dire, je vais faire croire que je suis musulman, solidarité, mais tu sais je que refuse d'aller là-dedans. Il y a des exemples de gens que les gens ne savent pas et tu sais que ça crée des trucs où il y a un exemple précis qu'on m'a raconté de quelqu'un où il vit ça justement et t'as une meuf blanche féministe qui a appris ça et qui a un peu c'est dans des milieux un peu influenceurs, pas de gauche, qui a niqué sa réputation en mode lui il a fait l'apostasie, il est un peu islamophobe, alors que le mec n'en parle pas justement par conscience du racisme, de l'islamophobie. Il y a en des mode, études sur moi ça, j'ai fait l'apostasie, je suis un apostat, mais par contre l'islamophobie, le racisme, jamais j'en parlerai parce que je veux pas qu'on m'utilise pour ça. Et t'as quand même des gens de gauche qui arrivent à dire que comme c'est un apostat, et ben il est islamophobe et faut pas parler de lui et tout. C'est là que tu vois la folie de la gauche. Liberté, je veux dire, pour moi les apostats auraient toute la liberté de se déclarer comme apostats. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ils ne veulent pas déclarer leur apostasie par rapport à l'islamophobie. Tu vois, en mode parce que moi je veux dire le nombre de fois avec des amis qui sont plus musulmans et que pour choquer les blancs, ah non mais je fais le ramadan, ah non mais je bois pas d'alcool, tu vois, pour voir un peu les trucs. Donc c'est intéressant de voir aussi tous ces rapports parce que c'est pas seulement les cuirs. Alors et ça c'est du rester barbare pour toi presque. Bah oui, bien sûr que c'est du rester barbare. C'est je refuse d'être respectable à vos yeux. Et donc tout ça c'est pour voir les rapports très très difficiles, mais parce que c'est multifactoriel. C'est le rapport à la famille, c'est le rapport au racisme, c'est le militantisme. Et je pense que Ouria mais plein de Amel Bentoussi font partie de ces femmes qui ont dit que moi là la priorité c'est la lutte antiraciste. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est le chemin à prendre. Chacun fait comme il peut. Et après pour la Pride des banlieues, en fait moi je suis d'accord avec le truc de choquer, tu vois. Et moi je suis le dernier à dire que la stratégie il faut pas choquer. Pour moi je suis pas d'accord, tu vois. Il faut choquer. Par contre moi les questions qu'il faut toujours se poser c'est choquer qui et choquer dans quel objectif. Tous les gens qui ont dit oh là là, notamment en réponse à Merteuil, que c'est un peu homophobe de sous-entendre que des darons qui veulent leur emmener leur fils au parc, ça va les choquer de voir des et puis c'est raciste parce que là il y a des tweets comme ça. Décider que les personnes de banlieue ne pourraient pas supporter une Pride, c'est de l'essentialisme, c'est du racisme. C'est toi qui essentialise les personnes de banlieue. Certaines vont trouver ça un peu sympa, mais ça veut certaines dire vont s'en foutre, certaines vont être un peu curieuses, certaines vont être un peu en colère, être un peu malaise. En fait, la vérité, c'est que vers tous les vies, il y a des gens qui vont dire waouh, c'est horrible, c'est contre nature, ma religion, le truc le plus extrême de la vision de l'extrême droite. Des gens qui vont être en mode bizarre, mais en vrai, je m'en branle. Vraiment, en fait, si vous dites qu'il n'y a pas d'homophobe, que ça va pas déclencher de réaction, vous essentialisez. Si vous dites qu'il va y avoir que des gens qui vont rejeter et dire que c'est un problème, vous essentialisez. Moi, je pense que une Pride, quand elle se passe en centre-ville, même dans des quartiers, il y a des gens que ça choque. Il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui aiment. Et je veux dire, faut handle le fait qu'une Pride, il y a des gens que ça choque quand tu fais une Pride. Et tu peux assumer de le faire et dire je m'en fous que ça choque. C'est le moment où on le fait pour telle raison, ça choque. Mais dans ce cas, quand tu le fais dans la Pride des banlieues, et moi je suis prêt à accepter le truc de dire ouais, il y en a que ça va choquer. Et ben tant pis, ils vont bien pouvoir supporter ça une fois dans l'année. Je m'en fous. Moi, je suis pourquoi pas, mais ne faisons pas croire que contrairement au centre-ville ou partout ailleurs, dans les banlieues, ça ne choquerait personne. Mais c'est logique. C'est logique et c'est pas grave. C'est la logique d'une Pride, d'une fierté. Tu affirmes ta fierté parce que certains veulent pas que tu l'affirmes. C'est ça. C'est que les gens veulent que tu aies honte, alors du coup, tu réponds par la fierté. Mais moi, et là, on va aller sur le sujet qui me semble. Alors peut-être que ça va énerver certaines personnes, mais je trouve qu'il y a beaucoup de tabous et c'est un peu difficile d'en parler parce que ça peut être facilement récupéré par les droitards et tout, mais c'est pas grave parce que je vais essayer d'être assez clair sur mes propos. Ouria avait parlé d'homophobie soft, alors on rappelle que c'est un mot que tout le monde a réutilisé alors que c'était pas du tout un concept. D'habitude, elle parle de trucs édentés et tout, c'est juste pendant une discussion, elle a parlé du mot soft. Je pense toujours que dans les quartiers, contrairement à dans les milieux catholiques, dans les milieux de droite, d'extrême droite, il n'y a pas d'organisation politique homophobe. Pour l'instant, et ça peut changer. Mais on voit dans le sud. Il y avait une tentative avec la journée où on retire les enfants de l'école. Ça peut arriver à la marge, mais mais pour l'instant, ce n'est pas structuré politiquement. Et ça, je vous parle de la situation française, parce que aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que là, on parle dans un contexte précis qui nous concerne, qui est la France. Et je pense qu'il y aura une toute autre stratégie si j'étais en Algérie, si j'étais aux États-Unis, voilà. On parle de la France. Donc, je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'organisation politique homophobe de la part des Noirs et des Arabes. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'homophobie. Justement, moi, je vais vous dire, je pense sincèrement qu'il y a davantage d'idées homophobes et même parfois d'actes violents homophobes interindividuels chez les Noirs et les Arabes. Il y a des gens qui vont pas être d'accord. Mais
Après, on a des outils statistiques, mais après, on peut contester les outils statistiques. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup plus de trucs sur l'homophobie, que ça peut être plus largement moins accepté chez les Noirs et les Arabes. Il y a des statistiques dessus. Oui, tu as des trucs où tu as des questions par rapport à des individus qui se déclarent musulmans sur l'acceptation ou pas des homosexuels. Est-ce que ce serait difficile pour eux d'avoir un enfant homosexuel ou des trucs comme ça? Mais pour moi, il y a différents facteurs, il y a plein de facteurs, et notamment dû au racisme. Mais pas seulement, parce que je pense qu'il y a aussi une question de l'islam. Et pour moi, il ne faut pas éviter cette question. Effectivement, il y a un rapport à l'islam qui fait qu'ils vont être plus homophobes. Mais ce rapport à l'islam, il y a plusieurs choses à questionner. Il y a aussi déjà, il y a à questionner la place d'une lecture islamiste rigoriste, d'une lecture islamiste, on pourrait dire salafiste, même si j'aime pas ce terme, mais qui va être intolérante à l'égard des homosexuels. Et puis même, on peut lier la situation sociale et le racisme avec l'implantation de certaines mosquées. Comment ça se fait que cet islam-là soit aussi percutant, soit aussi ait autant de place? Alors déjà, sur la diffusion du monde de l'islam salafiste, merci aux États-Unis. Bon, mais là, on va pas revenir sur le truc géostratégique de comment on a diffusé un islam wahhabite pour contrer le panarabisme ou les trucs communistes et tout. Mais bref, moi, je ne pense pas que les Arabes soient condamnés, les Arabes de France soient condamnés à avoir une lecture salafiste de l'islam et même wahhabite. La preuve la plus parlante de ça, c'est que l'islam wahhabite est très récent dans l'histoire de l'islam, tu vois, très récent, donc c'est pas condamné à être ça. Donc pour moi, il y a la place de l'islam, il y a aussi le racisme. Et en effet, de la Sauge qui dit qu'il n'y a pas que l'islam, les évangéliques aussi, c'est un genre de fou, notamment chez les Noirs. Bien sûr. Mais non, mais Wissam, il parle d'islam, c'est ce qui. Oui, c'est parce que qu'on est concerné. Non, mais moi, je connais les évangéliques. Non, mais c'est intéressant de savoir. Veux dire, les gens pensent que. Justement, là, je suis pas du tout dans une vision essentialiste des musulmans. Je pense que les musulmans, et comme tout n'importe quel religieux, va davantage adhérer à tel courant de cette religion, à telle traduction de ce courant, à telle interprétation de cette religion, selon le contexte socio-économique et selon sa place dans ce contexte socio-économique. C'est multifactoriel. Il n'y a pas un seul islam. Les musulmans n'ont jamais cru en un seul islam. Et l'islam majoritaire va dépendre de plein de facteurs. Et notamment en France, il faut savoir quelle est la place des musulmans là-dedans et pourquoi ils vont entrer dans cette lecture-là. Et moi, je suis persuadé que les lectures les plus rigoristes vont jouer sur l'islamophobie. En mode, c'est tout le truc de la citadelle assiégée. Vous êtes en mode, attendez, vous voulez réformer l'islam? Vous n'avez pas vu, mais là, en fait, vous faites le jeu des racistes, vous faites le jeu des islamophobes, vous faites le jeu des blancs qui veulent transformer l'islam. Mais vous croyez vraiment que vous allez transformer l'islam? Regardez comment ils sont racistes. Et je trouve le truc le plus catastrophique, c'est par exemple le gouvernement qui va te faire l'éloge de Kaina Baloul. Et moi, je n'ai pas d'animosité contre Kaina Baloul, mais il faut qu'elle comprenne que c'est qui Kaina Baloul, c'est la première femme imam, et c'est un islam extrêmement un islam très libéral, et tout. Et en plus, et ça peut être intéressant, mais il faut pas faire croire que c'est la majorité. Extrêmement intéressant, mais il y avait ça avec un imam gay aussi. Oui, Ludovic Mohamed Saed. Mais moi, je vous jure que moi, je suis curieux. Je vais lire des trucs. Il y a des trucs, je suis pas totalement d'accord, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Sauf que le truc piégeux, c'est que vous pouvez pas vous attendre à ce que les musulmans s'intéressent à ces gens-là, parce qu'ils vont être présentés comme l'islam à suivre dans un pays profondément islamophobe. Donc ils vont être en mode, oula, ils essayent de nous la mettre à l'envers. Comment ça se fait que dans ce pays ultra islamophobe, où même un Iqiyoussen, il est expulsé de France, ces islamophobes nous disent que mais vous voulez pas suivre Kaina Baloul? Donc ça ne peut que provoquer de la réactance à l'égard de cet islam libéral ou de cet islam qui pourrait avoir un discours beaucoup plus progressiste à l'égard des musulmans, ou même un discours en mode aucune agression. Tu sais, c'est le discours de Iqiyoussen. C'est que même la possibilité même qu'il y ait une plus grande diversification et libéralisation de l'islam, la condition c'est de mettre fin déjà à l'islamophobie. Oui. Genre c'est déjà ça qui bloque et qui empêche justement en fait la discussion saine et de bonne foi, théologique, culturelle, etc. Mais les Iqiyoussen et tout, pour moi, avaient les discours qui pouvaient participer le plus à l'acceptation des homosexuels. Et mais lui, en fait, il était trop fort. Hein. Et rappelle que l'extrait où il fait une leçon de déradicalisation de l'homophobie auprès de musulmans, et l'État s'est servi de cette vidéo pour prouver qu'il était homophobe. Parce que dedans, il dit oui, c'est vrai que c'est interdit dans la religion, et il leur dit mais sauf que vous êtes hypocrite. Vous sortez de l'islam les homosexuels, alors que des péchés aussi graves, voire plus graves, vous couchez en dehors du mariage. Vous ne sortez pas les gens de l'islam. Non, c'est pas normal. Et après, lui, est-ce que les gens disent qu'il est homophobe? On parle de l'imam Hassan Iqiyoussen qui a été expulsé par Darmanin. Et les gens ils disent que c'est homophobe parce qu'il dit il y a des gens, moi ils viennent me voir, ils disent je traverse ça,
j'ai envie d'essayer d'arrêter. Et là, on en revient à thérapie de conversion ou les trucs de la religion. C'est pas grave si t'es homosexuel du moment que t'essayes de pas pratiquer. Et même si tu pêches, c'est pas grave, on va te pardonner, mais essaye d'arrêter. Mais là, on revient au problème. Voilà, on revient au problème des religions. C'est un autre débat. Mais en fait, il faut aussi comprendre que, en fait, quel est l'objectif. Moi, en fait, et c'est ce que disait Ouria aussi dans un article, elle disait, mais si pour vous, votre objectif, c'est de faire des musulmans en France majoritairement gay-friendly, et qui dirait que l'homosexualité c'est autorisé dans l'islam, ça ne va pas arriver. Oui. En tout cas, pas à moyen terme. Tout comme ça n'arrivera pas pour les chrétiens, tout comme ça n'arrivera pas. Par contre, il y a une possibilité, il y a une ouverture pour qu'il y ait une acceptation, une tolérance. C'est-à-dire que le discours de Hussein, comme tu as dit, et même moi j'avais un imam qui était en mode, là vous reprochez aux homosexuels, vous reprochez aux musulmans d'être homosexuels, à des musulmans d'être homosexuels. Combien d'entre vous font 5 fois la prière par jour ? Déjà, soyez certains de votre croyance, de votre pratique, avant de de faire la leçon à tout le monde. Alors les gens, c'est pas parfait, hein, c'est pas la Pride des banlieues, mais c'est déjà un processus qui permet petit à petit la tolérance et de baisser les trucs LGBT-ophobes. Tu sais, c'est comme avec Bassem qui est en mode ouais, faut pas voter pour la LFI parce que ils sont pro-LGBT, et qui a un discours qui peut marcher de ouf chez les rebeux. Hein. Lui, ce qu'il faut lui répondre, c'est mais gros, toi, tu préfères voter pour les droitards parce qu'il y a des LGBT, eux, ils sont pro-palestiniens, tu vois, en plus. Et toi, tu préfères voter pour les droitards qui veulent interdire aux musulmans d'être en France. Surtout les droitards, ils ont des discours pro-LGBT pour être contre les Arabes. Donc il est complètement con. Mais moi, je le dis ouvertement à des Bassem, je suis en mode, hey, je préfère voter pour un parti qui défend les droits des LGBT parce qu'en plus, la majorité des LGBT défend les droits des musulmans plutôt que pour la droite qui, ça fait prouveur de dire qu'ils sont contre les homosexuels, mais ils sont aussi contre les musulmans. Qu'est-ce que tu fais, frère ? À quoi tu joues ? Moi, peut-être qu'on peut finir là-dessus. Moi, j'ai une take. J'en reviens à mon histoire d'homosexualité respectable. Moi, j'ai un instinct que je sors de mon cul. Que, comme la stratégie des gays respectables qui s'intègrent au sein de la droite, de l'extrême droite ou dans des milieux conservateurs, en étant des gays un peu plus gentils, qui sont pas efféminés, qui ne vont pas au Pride, qui se tiennent pas la main dans la rue, qui disent ne soyez pas violents avec moi dans mon homosexualité, ne militez pas activement contre moi, et moi en échange je m'engage à ne pas trop m'afficher, à y aller calme. Et que ça, c'est un contrat qui a été fait avec la side plus conservatrice du catholicisme, de la droite de la politique. Est-ce qu'il n'y aurait pas, chez certains musulmans LGBT ou racisés LGBT gays, de se dire que c'est peut-être leur moyen de sortie par le haut, et que le rejet de la Pride qu'on peut voir chez certains gays qui peuvent bien aimer PDH ou pas d'ailleurs, qui vous connaissent pas et qui pourraient avoir ce truc de dire moi je suis gay mais la Pride d'emblée j'aime pas, parce que ça va un peu contre ma stratégie de survie de dire moi je sais à quel point par rapport à ma famille il y a de l'homophobie, et que ma négociation c'est de pas être une folle, c'est de pas y aller trop, et en fait vous êtes en train de niquer ma stratégie de survie. Est-ce qu'il n'y a pas cette mécanique là qui peut jouer dans le clash qu'on voit aujourd'hui entre une identité queer très poussée près de les banlieues et un truc de wow, moi je suis plus dans la side, je vais y aller tranquille, est-ce que j'ai le droit? Moi en fait et ça va permettre de répondre parce mais que j'ai parlé comme ça c'est une take, hein, j'ai parlé du poids mais moi je suis un peu d'accord, mais parce que j'ai parlé du poids de l'islam réactionnaire dans l'homophobie, mais je pense qu'il y a aussi la question du racisme, et je pense que c'est aussi un peu la même mécanique avec l'antisémitisme, c'est-à-dire que les musulmans qui se sentent, les noirs et les arabes et les musulmans qui se sentent attaqués de toutes parts, qui se sentent discriminés de partout et tout, et qui en plus ont l'impression, par exemple avec la Pride des banlieues ou des trucs comme ça, en mode mais eux ils ont déjà tout et en plus ils ont droit à ça, tu vois. Et moi je pense qu'ils font aussi semblant, pas la Pride des banlieues, hein, mais beaucoup de gens, parce que c'est tout le truc de l'homonationalisme, de mesurer le taux de civilisation et le taux d'avancée par rapport au respect, par rapport aux homosexuels, et d'ériger les habitants des quartiers, les noirs, les arabes, les musulmans, comme profondément homophobes et donc profondément barbares. Et je pense que petit à petit, ils distillent aussi cette idée et ils jouent sur les concurrences, tu vois. Ils jouent sur le truc, on va arranger lui et vous, on va vous mettre plein sur la gueule, alors que les gars, en fait, je pense que c'est pas cool aussi d'être LGBT, tu vois. Je veux dire, je pense pas qu'ils sont aussi favorisés de ouf en France. Sauf que eux donnent cette impression-là. Et je pense qu'il y a avoir un discours sur ça, tu vois. Il y a avoir un discours sur ça, de se dire qui c'est que tu vises dans ces cas-là. Quand tu fais la Pride des banlieues, moi je suis d'accord, je veux dire, il y a le truc de la visibilité et il y a de l'homophobie des Noirs et des Arabes, mais est-ce que c'est eux la priorité? Et moi, c'est une question que je pose. Hein. Moi, je suis là pour la discussion. Est-ce que c'est une stratégie qui est
efficace. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres manières de faire? Parce que moi, je suis pas du tout en ça mode... va dans le sens de ce que je dis. Le truc de si elle n'est pas efficace, peut-être que c'est en contradiction avec une autre stratégie qui est un peu plus de dire, nous, peut-être que par rapport à nos milieux, à notre famille, on a une stratégie d'être un peu plus entre les lignes, entre les trucs. Et en fait, la Pride des banlieues, presque, je vais le dire comme ça, pourrait faire croire à nos darons, je vais reprendre les thèmes de Twitter, que c'est la seule manière d'être gay. Et du coup, ils vont pas voir que nous, on est des gays un petit peu plus tranquilles. Mais moi, c'est ça que je trouve triste, c'est que, la vérité, moi, là, je veux dire mon vrai avis à moi, qui est peut-être con aussi, c'est que la vérité, c'est qu'il y a toujours eu des homosexuels respectables. Moi, j'adore Jeanne Franco qui disait, pour moi, c'est les LGBT, c'est ceux qui se marient, qui sont un peu tranquilles, et les queers, c'est ceux qui veulent abolir le genre et la société hétéro-patriarcale, etc. Et que les deux existent et que les deux sont légitimes et que presque genre c'est pas le même but quoi, et que du coup peut-être que la Pride des banlieues pourrait être la vision queer de l'identité racisée queer et qu'il y aurait une version plus LGBT qui est pas forcément dans cette stratégie-là ou qui peut des fois y paraître et pas être tu vois, et là vraiment les gens je leur dis c'est des trucs je sors un peu de mon cul et tout mais il faut partir du principe c'est une discussion, on n'a pas toutes les réponses quoi. C'est ça aussi qui fera du bien à nos débats. Mais en fait c'est là où on retrouve aussi à quel point la Pride des banlieues en tant qu'objet politique se retrouve un petit peu avec le cul entre deux chaises où ils ont envie de porter des revendications qui sont à la fois sur porter un discours à l'extérieur sur les banlieues, c'est pas ce que vous croyez. Et en même temps, de dire au pouvoir public, il nous faut tel et tel et tel droit. Et en même temps, dire nos vécus sont les mêmes que les banlieusards et on a besoin de l'accès à la santé. Et en même temps, quand tu regardes les articles et les interviews des gens qui viennent à la Pride des banlieues, c'est un discours de base de c'est ma première Pride, ça me fait du bien de sortir en tant que lesbienne ou ça me fait du bien de sortir en tant que gay. Oui, ce qui est normal, quoi. Et qui, en fait, qui sont toute une collection, en fait, d'affects qui sont pas frontalement contradictoires, mais qui, dans le brouhaha général, c'est plus facile, du coup, pour des médias malveillants, par exemple, de uniquement se baser sur les petits jeunes pour lesquels c'est leur première Pride, pour dire « Regardez, c'est difficile pour eux ». Pour l'extrême droite, de dire « Regardez, ils veulent vous faire croire qu'il n'y a pas d'homophobie en banlieue ». Et en fait, c'est que ça crée... En fait, moi, ma vision un peu stalinienne, ou léniniste, je ne sais pas, sur tout ça, c'est qu'en fait, ça crée de la confusion de discours. Et je pense que même la Pride des banlieues n'arrive même pas à identifier clairement l'objet de ce militantisme-là. Les jeunes aussi, la Pride. Ouais. Mais parce qu'en vrai de vrai, je pense que d'un point de vue extrêmement libéral, mais vraiment libéral à l'américaine, le fait de voir habituellement des prides, même s'il y a le ressentiment, même s'il y a le truc, etc., je pense qu'à terme, tu vois ça un peu, c'est le carnaval du coin. Et puis, il y a la fille de machin qui y est allée, c'est un peu bizarre. Ou alors, ok, d'accord, elle fait ce qu'elle veut. Et après tout, c'est la France. Et ça peut créer, ce dont Yanis parle dans son article comme d'une espèce de résignation. La résignation peut amener de la tolérance paradoxalement. Je pense même que cette stratégie-là peut fonctionner. La tolérance ou le contraire. Mais ça, c'est dur à savoir, j'ai l'impression. Et ça dépend de la Pride des banlieues, des stratégies plus tard. Quand je dis de la tolérance, j'estime que la tolérance, c'est le truc. La résignation, oui, c'est pour moi, la tolérance, c'est pas de l'allier, tu vois. C'est juste en mode je te tolère, tu vois. Oui, dans le sens mot. Mais après, la question qui est posée aussi plus en termes de stratégie politique, y compris de ce qu'on veut appeler convergence des luttes, etc., c'est est-ce que c'est cet effet-là qu'on veut, est-ce que c'est par ce chemin qu'on veut y arriver ? Et c'est là, je pense qu'il y a vraiment le débat stratégique qu'il y a avec PDH, etc., c'est par quel chemin on veut arriver à cette juste tolérance. Oui, et je suis totalement d'accord avec toi. Et est-ce que ça ne peut pas provoquer aussi petit à petit, moi, la crainte que j'ai, c'est que parfois, les votes qu'on a à gauche peuvent être vite perdus de la part des musulmans, vite perdus par des candidats qui, tout en ayant un petit peu un respect des musulmans, n'ont pas du tout de politique pour LGBT. De Villepin, bien sûr. Mais les gens, moi, dès l'émission qu'on avait faite sur De Villepin, je vous dis, De Villepin, ça va être une déferlante sur les musulmans. Je vous le dis, je vous le prépare, pas seulement sur la question LGBT, c'est juste que pour beaucoup business de rebeux... aussi, mais non, mais c'est aussi... Il fait plus présidentiable par rapport à Mélenchon. Il fait plus classe. Il y a l'Irak et il y a la Palestine et il fait plus classe. Mais et même le côté un peu business, moi je pense que ça peut jouer. Bien sûr. Il y avait plein de musulmans et de rebeux qui avaient voté pour Macron sur ça, faut pas oublier. Mais je pense que aussi la question de nous, notre inquiétude, c'est que les habitants de quartier sombrent de plus en plus dans des politiques de plus en plus homophobes, mais vraiment politiquement organisées. Ce qu'on appelle l'ensauvagement. On a peur de cet ensauvagement des Noirs et des Arabes, et en plus
parce que déjà la planète s'ensauvage, donc eux-mêmes sont ouverts à cet ensauvagement. Et même sur la question de l'homophobie, moi j'ai l'impression aussi que la question de l'homophobie, elle a augmenté chez les Noirs et les Arabes dans les quartiers au fil des années, notamment la question de la réactance, du sentiment d'être abandonné, le sentiment que nous on n'a rien, eux ils ont tout, et de plus en plus de précarité, d'islamophobie qui va les pousser vers l'islam le plus réactionnaire, parce que j'ai l'impression qu'ils ont oublié aussi qu'il y avait des folles aussi dans les quartiers. Je veux dire, moi, petit, il y avait des gens, on savait très bien que, on ne disait pas le terme, mais on savait très bien que, ils étaient avec, ils sont avec des hommes. Et t'as le tonton, t'as la couchent tata, avec des hommes et tout. Oui. Oui, mais c'était tellement courant. En plus, c'est l'homme qui traîne qu'avec des meufs et tout, qui est très efféminé. Et j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de tolérance à l'époque que maintenant. Et je dis pas que les gens l'homophobie n'existait pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'intolérance. Mais ce truc, il n'est pas seulement spécifique à l'homophobie. Je sais pas si vous avez vu l'autre là avec. T'as de plus en plus de ça, l'autre avec sa vidéo sur la fête de la musique. Ouais. Genre, c'est l'enfer sur terre. Tu vois, ouais. t'as plus en plus de gens comme ça qui sombrent dans un islam très réactionnaire. Et là aussi, ça va poser des questions. Mais ils sombrent dans cet islam réactionnaire, pas parce que c'est seulement des Arabes et c'est dans leur sang, mais parce qu'il y a un retour de la réaction un peu partout. Et une islamophobie qui font qu'eux, ils sont dans la citadelle assiégée. Il faut défendre cet islam-là, c'est celui qui est ce bon. Ils sont aussi dans ce islam radical parce que la France refuse de les intégrer, refuse de les considérer comme des Français comme les autres. Et donc, eux, ils ont besoin d'identité. Et donc, ça va être cet islam-là qu'ils acceptent. C'est multifactoriel. Il y a aussi des questions tout simplement, parce que moi, j'aime pas trop la tendance à tout sociologiser. C'est aussi la question de la spiritualité. C'est pas une question, je veux dire, il y a des gens qui cherchent aussi, surtout avec le monde actuel, à avoir des trucs de spiritualité, de croyance et tout. Donc, il y a tout ce truc-là qui rentre en compte. Et il faudra essayer de régler ce souci avec la même question, le même danger de ne pas tomber aussi dans l'alignement politique islamophobe. Et ça, je voulais parler de ça parce que c'est pas seulement la question de l'homophobie, c'est aussi la question de plein de choses, du sexisme, de l'adéquation avec eux, des trucs d'auto-entrepreneurs. Et c'est la question que n'arrête pas de poser Ouria. Comment empêcher notre propre ensauvagement? Mais pour ça, il faut que... Moi, je pense que c'est important de ce qu'on a fait là et ce qu'on a fait avec le chat, de aussi... souffler un petit peu et de dire les gens, là il faut avoir, j'ai quand même l'impression qu'on fait partie du même camp, qu'on a quand même les intérêts communs, qu'on fait partie du même mood, du même espace, et qu'on peut avoir des contradictions, mais que cette contradiction, on peut se les afficher, se les mettre sur la table en sachant que quand même on a envie d'aller dans le même sens, tu vois. Et je pense que ce qui manque sur Twitter, quoi, par exemple. Une populaire opinion, ce que j'ai pas aimé dans le trait de la Pride des banlieues, c'est que j'ai l'impression que son discours est assez bien équilibré, mais le discours parle aux blancs. Moi je lis laissez-nous faire, laissez-nous parler à nos darons, mais du coup ça reste pensé à partir du regard blanc. Moi c'est comme ça que je le ressens, et je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où, et c'est là qu'on revient sur, parce que pour clôturer le truc sur la Pride des banlieues pour ou contre, tu vois, c'est que ils sont coincés dans ce truc du cul entre deux chaises, et t'as, le discours officiel qui se retrouve en contradiction avec le discours du truc et le discours des participants et des participantes. Et je pense aussi que l'angoisse, pour un petit peu répondre à la question que tu posais, je pense que l'angoisse, c'est pas tant moi je suis dans ma stratégie de me cacher, de pas le dire à mes parents et d'être accepté comme ça, etc. Et vous me niquez ma stratégie. Je pense qu'il y a un peu de ça, je mais disais plutôt pas que de pas le dire aux parents, mais c'est non, pas mais grave. mais plutôt dans le sens de ça fait venir du coup donc dans les médias, des interviews, etc., des gens qui disent ah c'est difficile chez moi, et c'est un petit peu, ça sort le linge sale de famille où à la fois pour des raisons de pudeur, à la fois pour des raisons de persécution politique, ça frotte là où faut pas frotter, tu vois, genre ça fait mal là où faut pas que ça fasse mal précisément, tu vois. Et encore une fois, une Pride c'est fait pour frotter là où faut que là où ça doit frotter. Mais la question c'est qui est-ce qu'on frotte? Parce qu'en plus la question de la pudeur, juste une petite parenthèse que oublie beaucoup les gens aussi, c'est que parler de sexualité tout court. Oui, c'est pas déjà possible. de base. Moi, je parlerai jamais de sexualité à mes parents, et je dis pas que c'est bien, hein, mais je dis que c'est une problématique qui dépasse même la question de l'homosexualité. Qui pose des questions pour la question de l'éducation sexuelle, de la prévention. C'est quand même des gens, d'ailleurs le truc quotidien, c'est quand même des banlieusards et des banlieusardes qui viennent et qui ont envie de dire bah, moi je suis lesbienne, dans ma famille c'est un peu chaud, c'est un problème. Et je suis contente de faire une Pride à l'endroit où je vis. Enfin, tu sais, genre, en fait, le truc, c'est que. Tu peux moi, je comprends le truc de dire ah, mais en fait, les Blancs, à un moment où l'homosexualité n'était pas acceptée, ils y sont allés, ils se sont mis en danger et ils sont allés contre la vie de leur famille. Et là, le truc, c'est que des gens qui ont envie de le faire par rapport à leur famille à eux, on dirait qu'il faudrait qu'ils le fassent pas. Moi, j'ai envie de poser la question je trouve les gens, ils dosent pas
sur votre critique, ils sont en mode oh là là, PDH, vous êtes des nazis homophobes qui voulaient empêcher les queers, les racisés d'être homosexuels, ils sont complètement cons, de toute façon on leur parle pas à eux. Mais moi j'ai un peu envie de dire, est-ce que vraiment une Pride une fois par an, est-ce que c'est ça qui va créer de la réactance et va créer encore plus d'homophobie chez les Noirs? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu, et peut-être que vous allez me dire que oui et que vous allez avoir raison, mais est-ce que vraiment il y a un enjeu tant que ça sur la Pride singulièrement, tu vois? Oui, moi c'est pas ça qui va faire singulièrement monter l'homophobie dans les quartiers ou chez les Noirs et les Arabes. Je pense que ça peut être un des choses, mais c'est pas non plus ça le plus parlant. Mais après, peut-être en termes de proposition, mais après c'est vraiment là, je suis pas en mode j'ai la solution, mais ce serait peut-être intéressant pour les Pride des banlieues de peut-être accentuer sur certains sujets, on a déjà parlé de la Palestine, même l'islamophobie, de montrer aussi encore plus, pour montrer, dire, mais c'est pas eux qu'on vise spécifiquement. Effectivement, il y a de l'homophobie chez les Noirs et les Arabes, mais aussi de pas oublier que tel imam, il a été viré. Tel imam, il a été censuré. Nous, on refuse. Et en plus, on refuse d'être utilisé comme caution, comme justificatif à virer cet imam. Et même, et ce qui serait intéressant de se dire, même les imams qui peuvent paraître salafistes, je refuse qu'ils soient virés par cet état raciste. Ça sera à nous de le régler, cette homophobie et tout, mais avoir un discours sur c'est pas l'État actuel, la police actuelle qui va nous libérer. Il faut peut-être parler d'autodéfense et voir les liens de solidarité, des liens de contact qu'on peut nouer avec les habitants. Sincèrement, j'ai l'impression que c'est la direction que ça prend. Oui, parce que cette année, les slogans, beaucoup la Palestine, beaucoup sur le racisme. Enfin, tu vois, je pense que le faux procès qui a pu être fait de gens de dire que c'était des gays libérales blancs civilisateurs, c'est un faux procès. Oui. C'est des gens qui parlent de cette question-là. La question, c'est est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est ça qui est visible? Est-ce que c'est ce qui est mis en avant? On pourrait parler de le rendre encore plus visible, pourquoi pas? Mais en vrai, je pense que globalement, les gens qui y participent sont d'accord avec ça. Et c'est que pour le mouvement LGBT, on est dans un moment aussi de repolitisation. On le voit avec l'affiche de la Pride de Paris, par exemple. C'est ça. On est vraiment dans un moment de repolitisation, avec y compris aussi la remontée en flèche de notre persécution. Généralement, ça va ensemble, tu vois. Et c'est aussi pour ça que il y a des tâtonnements un peu partout. Et en vrai, la question en effet qui se pose, c'est est-ce qu'une Pride des banlieues pourrait avoir un mot d'ordre qui ne soit pas LGBT, par exemple? Ou alors, est-ce que même le mot d'ordre pourrait être d'encourager justement une convergence, c'est-à-dire en fait que des militants queer participent des mouvements antiracistes? Ils le font, ils vont te dire qu'ils le font déjà, je te le dis. Oui, non, mais je les vois venir, je te le dis. Non, mais je parle pas des gens de Twitter qui font des RT. Je parle mais je pense que les gens qui vont à la Pride des banlieues, ils vont en manif antiraciste aussi. Oui, et en fait, du coup, c'est ça, et c'est un peu en truc de qu'est-ce qu'on fait de cet objet de la Pride, quoi. Et moi, franchement, j'ai pas la réponse. Oui, après, c'est aussi le contrôle médiatique, c'est ça qu'on n'a pas, quoi. C'est de questionner. Mais ça encore une fois, c'est pas la question de culpabiliser la Pride des banlieues. Ils font avec ce qu'ils peuvent. C'est les gens qui les ont mal défendus sur Twitter. Oui, voilà, et c'est de questionner aussi comment aller bombarder l'Iran pour libérer les femmes, les gays. Non, mais voilà, c'est de aussi avoir tout un discours. Et je pense aussi, mais ça, c'est pas un truc qui me concerne, mais que ça fait partie aussi des grosses problématiques qu'il y a au sein des milieux LGBT et surtout la normalisation gay, sur tous ces discours qui reviennent de plus en plus et qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées en interne sur ça et que ça provoque plein de discours. Et là, c'est imbriqué dans plein de choses. La question, tu vois, par exemple, même la question de normaliser ça. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, normaliser? Tu vois, il y a plein de sujets qui rentrent en compte et encore une fois, on n'a pas la réponse à tout. Et je pense que nous, comme la Pride des banlieues, ils tâtonnent, quoi. Et pendant les manifs pro-pal, si on avait un mot d'ordre LGBT. Oui, en fait, il y a des gens avec des drapeaux LGBT dans des manifs pro-pal. De quoi tu parles? Il y a des LGBT dans les manifs pro-pal. Le Chicken for KFC, il vient pas de nulle part. C'est bien parce que il y a une activité, il y a une omniprésence de militants et de militantes LGBT dans le mouvement Propal que ce contre-discours d'extrême droite est né. En fait, le truc de LGBT, Propal, LGBT, en fait, il faut se positionner par rapport à l'impérialisme. Et en fait, le truc des LGBT qui aurait comme mot d'ordre principal la Palestine, c'est pas pour faire les prouveurs, c'est surtout pour moi, de mon point de vue, pour critiquer le discours impérialiste qui est qui a eu beaucoup plus de facilité à faire semblant de récupérer tous les mots d'ordre LGBT et même de l'ériger comme un symbole de sa supériorité civilisationnelle par rapport à la Palestine. Et c'est là où ça les baisse de ouf, c'est de voir des LGBT en mode « Ah non, oui, c'est ça. Non, on va être pro-palestinien. C'est comme ça que ça va se... » Voilà. Et c'est là où vous n'allez pas nous avoir parce qu'on sait très bien que vous êtes anti-palestinien. Et on en revient en fait de ce que je disais tout à l'heure, on a fait le constat qu'une Pride des banlieues s'organisait plus facilement qu'une manif contre l'islamophobie et que du coup, c'est
le pouvoir, qui croit utiliser la Pride des banlieues pour faire de la civilisation, se fait avoir, car la Pride des banlieues, plus militante, plus politique, met aussi en avant des mots d'ordre antiracistes et pro-palestiniens, et en fait, l'État le baise à son propre jeu en disant non, on va pas juste venir avec des drapeaux et être gentil, on va aller sur les questions que d'habitude tu empêches de parler. Et quand il y aura des manifs sur les violences policières, on sera là aussi pour les défendre. Et là, le fameux convergence. Donc, après, c'est peut-être un vœu pieux. Et ça repose aussi toute la question des mots d'ordre dans le mouvement LGBT. Globalement, depuis qu'on a la PMA, etc., t'as un peu le truc de bon, il y a quoi d'autre comme droit qu'il faut atteindre, mais aussi parce que les mots d'ordre sont concentrés sur des droits, parce que précisément, c'est ce qu'on a dit tout le temps. Les prides se sont constitués, comme j'ai dit, comme un mouvement de pression et de demande auprès des pouvoirs publics d'obtenir des droits, mais il y a aussi cet enfermement du mouvement LGBT sous le truc de on a besoin de droits, qui peut être utile, mais qui, du coup, trouve ses limites, en fait. Quand tu te poses la question de une Pride des banlieues qui demande la PMA pour toutes, t'es en mode, vous représentez quoi exactement? Mais par contre, une Pride des banlieues qui dit contre l'homonationalisme, là, déjà, c'est un mot d'ordre qui se traduit pas en des lois, en des trucs comme ça, mais qui se traduit en aussi une parole politique qui est autre que demander quelque chose auprès des pouvoirs publics, parce que c'est aussi cette position dans laquelle le mouvement LGBT s'est retrouvé d'être demandeur auprès des pouvoirs publics, qui le rend aussi facilement instrumentalisable. Mais encore une fois, en fait, c'est pour ça que le débat est intéressant, c'est parce que à la fois, moi, du côté du mouvement LGBT, je suis en mode, ça nous pose une question à nous sur c'est quoi nos mots d'ordre, c'est quoi nos priorités, etc. Et aussi du côté du mouvement antiraciste. En fait, c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que la critique est importante. Et que en vrai c'est cool aussi que PDH porte ce genre de critiques, parce que c'est des critiques qui nous permettent d'évoluer chacun en fait de notre côté, quoi. Mais sauf que là, moi je trouve que là nous on en a discuté à notre façon, mais que revenons au fait qu'il y a une offensive contre PDH et aussi contre Zawa Prod, parce que souvent on est cité alors qu'on n'a même pas parlé. Là, c'est la première fois qu'on s'exprime sur ceci, sur Twitter, de gens. La discussion sur le truc de tout ce qu'on a dit, les réponses, c'est ta gueule, sale blanche de merde. On va pas succomber à tous les affects réactionnaires que vous pensez que les non-blancs ont. La majorité des gens s'en foutent. Faut que vous conceptualiser une pensée qui réduit les non-blancs à des nazis. D'ailleurs, si la majorité s'en fout, pourquoi faire une Pride en banlieue d'ailleurs? Alors oui, du coup s'ils s'en foutent, quel mensonge, hein. Oui, c'est ça. Parce que c'est aussi ça, c'est que les gens qui disent oh là là, la majorité des gens s'en foutent, c'est pas grave, etc. Donc en fait, ça sert à quoi une Pride exactement, genre? Si la majorité des gens s'en foutaient de l'islamophobie, enfin, s'en foutaient de l'islam et des musulmans, je serais pas là. Portez-vous couilles, assumez que les gens s'en foutent pas. Arrêtez de mentir. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils font les radicaux. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'ils font les radicaux sur Twitter, qui veulent déconstruire les normes familiales, aller contre le genre, l'hétéropatriarcat. Et en même temps, ils disent, mais en fait, on le fait, ça dérange personne. Ouais. Tout le monde s'en fout. Mais non, portez-vous couilles, assumez. Vous voulez y aller. Il y a des gens qui vont être choqués. Et vous allez arriver avec des drapeaux arc-en-ciel que plein de gens disent, c'est le wokisme, c'est la décadence, c'est machin. Genre, assumez si vous voulez le faire. Faites-le. Genre vraiment, à un moment donné, genre ça va, quoi. Allez. Bon, vas-y. Merci les gens.